Nous voulons contribuer à la formation d'un puissant mouvement citoyen, d'une insurrection des consciences qui puisse engendrer une politique à la hauteur des exigences de l'époque. C'est signé Stéphane Hessel et Edgar Morin. Au nom de toute l'équipe à la barre de ce direct un petit peu particulier, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous et les personnes que vous aimez allez bien. C'est le premier direct d'une série de lives qui vont nous emmener jusqu'au moins au 2 novembre, en liaison directe et permanente avec Pierre Larouturou, qui se trouve actuellement au Parlement européen et qui vient d'annoncer qu'il démarrait une grève de la faim. C'est un peu particulier venant d'un député européen, qui plus est rapporteur général du budget. Alors pourquoi Pierre a-t-il décidé de démarrer une grève de la faim? Pierre, est-ce que tu m'entends, tu me reçois bien? Oui, tout à fait, je t'entends. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir en dialoguer ensemble pendant 1 heure ou le temps que vous voulez. Toi, tu m'entends correctement, Pierre? Ensemble, je t'entends très bien, ensemble et avec de nombreux invités et invitées. Pierre, voilà, c'est une première question toute simple ou peut-être faussement simple, mais pourquoi as-tu décidé, en tant que rapporteur général du budget, d'entamer une grève de la faim au Parlement européen? Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour l'emploi, pour sauver l'emploi, pour aider l'agriculture à se transformer. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais les marchés financiers n'ont jamais été à un niveau aussi élevé et les chefs d'État refusent de taxer la spéculation. Donc, comme citoyen, ça fait longtemps que je me bats là-dessus pour avoir plus d'argent pour les services publics, pour le climat, pour l'emploi. Maintenant, je suis rapporteur général du budget et c'est la demande de l'ensemble du Parlement. Certains me disent en avril, tu étais un peu seul. Oui, en avril, j'étais un peu seul, mais maintenant, c'est l'ensemble du Parlement européen. Il y a 2 semaines, la Commission économie et la Commission budget ont voté pour dire oui, une petite taxe sur la spéculation pourrait donner chaque année 57 milliards d'euros. 57 milliards d'euros. Et avec 57 milliards d'euros, on peut aider pas mal les hôpitaux, on peut mettre le paquet sur les transports en commun, sur l'isolation des bâtiments, on peut créer des millions d'emplois. Donc, je suis rapporteur du budget, puis aussi en conscience, je ne vais pas vous dire qu'il y a eu un vote de tout le Parlement pour me dire vas-y, fais la grève de la faim. Il y en a qui sont un peu choqués, mais je leur ai dit ce matin en commission des budgets, je ne vous demande pas de dire si vous êtes pour ou contre la grève de la faim, je vous demande de tenir bon. On est dans un moment critique. Ce qu'on va voter, là, ce qu'on va décider dans les 10 jours qui viennent, la négociation doit aller jusqu'au 6 novembre peut-être, ça se décide pour les 7 années qui viennent. C'est un système très bizarre au niveau européen. Dans chaque pays, on a chaque année un débat sur le budget. Dans chaque pays, on peut faire une réforme fiscale quand on veut. Tandis qu'au niveau européen, j'ai découvert ça depuis que je suis député, c'est une fois tous les 7 ans, qu'on décide quel est le budget pour le climat, quel est le budget pour la santé, quel est le budget pour la recherche et comment on le finance. Avec les Gilets jaunes, on a bien vu qu'il y en a beaucoup qui en ont marre des impôts. Il y a 30% des Français, 30% des Belges qui n'ont pas 1 euro d'économie. Donc, ce n'est pas à eux de payer le plan de relance, ce n'est pas à eux de payer pour le climat. Et par contre, je trouve normal qu'on taxe un peu la spéculation. Voilà, juste une taxe à 0,1%, ça rapporterait plus de 50 milliards chaque année. Donc voilà, comme la négociation est très compliquée et que le Parlement a peu de pouvoir, il ne faut pas le dire aux députés, mais en vrai, le Parlement a peu de pouvoir. C'est une fois tous les 7 ans qu'on peut peut-être faire bouger les choses, mais le Conseil européen, les chefs d'État nous mettent une forte pression. Et donc, je pense que s'il n'y a pas des citoyens, tu as parlé d'une insurrection des consciences, c'était la phrase très belle de mon ami Stéphane Hessel, et je crois qu'Anne Hessel va bientôt être avec nous, sa fille. Oui, il faut que les citoyens se disent, on en a marre, on refuse le chaos, parce que si on n'a pas d'argent pendant 7 ans pour le climat, si on n'a pas d'argent pour le système hospitalier, si on n'a pas d'argent pour la recherche, on va vers le chaos. Et je l'ai dit tout à l'heure à mes amis députés, est-ce qu'on pourra se regarder dans la glace dans quelques années si on accepte un budget merdique, si on ne se fait pas... Voilà, donc on a encore 2 semaines pour faire bouger les choses. Et par mon action, je ne prendrai aucun risque physique. Je suis un bon Béarnais, j'ai des réserves, je vais boire de l'eau tous les jours. Mon but n'est pas de faire semblant de vouloir mourir. Au contraire, je veux éviter des millions de morts. Je veux que l'Europe se donne les moyens d'agir pour la santé, d'agir pour le climat. Et comme ça, on va éviter des millions de morts dans 10 ou 20 ans. Et c'est maintenant que ça se décide. Parce que tous ceux qui disent qu'ils sont d'accord pour la neutralité carbone en 2050, ils sont d'accord pour 2030, on va diviser par 2 nos émissions de CO2. Mais concrètement, est-ce que c'est du Green Deal ou est-ce que c'est du greenwashing? Si on ne met pas d'argent pour le climat pendant 7 ans, on n'aura aucune chance de gagner les objectifs climat pour 2030. Et c'est maintenant que ça se décide dans les 2 semaines qui viennent. Pierre, tu as parlé d'Anne Hessel qui nous rejoindra en fin d'émission. Là, bientôt, c'est Adélaïde Charlier qui va nous retrouver. Avant de retrouver Adélaïde et de l'accueillir dans notre live, une question. Pierre, pourquoi ce n'est pas naïf de penser que cette taxe sur la spéculation financière a toutes ses chances de passer, d'être adoptée? Ce n'est pas naïf du tout. Il y a eu une grande campagne par plein d'ONG, des syndicats, des associations en 2010
Donc moi, je suis député que depuis un an, mais je remercie, mais j'étais aussi militant à Attaque ailleurs. Mais en 2010, il y en a plein qui ont fait campagne sur les réseaux sociaux, en distribuant des tracts, en argumentant. Et en 2011, la Commission européenne a accepté, la Commission Barroso, Barroso qui depuis est parti chez Goldman Sachs, donc ce n'est pas la gauche de la gauche de la gauche. La Commission Barroso, en 2011, a accepté de faire une directive. Tout est prêt, il y a 31 pages, tout est prêt. Et la Commission Barroso a dit, c'est faisable en 2 ans. Si on décide de taxer un peu la spéculation, si on décide de taxer les marchés financiers, c'est faisable en 2 ans. Et la Commission Barroso disait, ça rapportera 81 milliards chaque année en 2020. Depuis, il y a eu le Brexit. Mais le Brexit nous a fait perdre 30% des ressources. Mais ça fait quand même, malgré le Brexit, les marchés financiers vont. L'économie réelle va très mal, mais ça, c'est les vrais chiffres. Comme rapporteur du budget, j'essaye d'argumenter. Si j'ai réussi à ce que 70% des députés soutiennent mes idées, il y a des gens très différents qui maintenant sont d'accord, c'est que depuis 6 mois, j'argumente, j'explique. Ça, c'est l'évolution des marchés financiers en 2010, 2011, 2012, 2011, 2020. L'économie réelle va très mal. Aujourd'hui, on a tous peur pour notre santé. L'économie réelle va très mal. Mais les marchés financiers n'ont jamais été aussi actifs. 45% de plus que l'année où Barroso a fait ses calculs. Donc oui, il n'y a pas de baguette magique. Le Parlement veut aussi une taxe plastique, veut une taxe carbone aux frontières, veut augmenter le prix de l'énergie. On a plusieurs propositions. Mais la seule qui est vraiment prête, et on peut avoir un accord dans les semaines qui viennent, c'est la taxe de transactions financières. Et il faut qu'on mette une pression très forte. Et oui, c'est crédible. Je finis de répondre à ta question. J'ai là sous les yeux la lettre du ministre autrichien des Finances. Donc, je ne pensais pas dans ma vie faire autant de publicité pour Barroso ni pour le ministre autrichien des Finances, qui n'est pas ma famille politique, c'est quand même quelqu'un qui vient à droite, et qui dit « Nous devons trouver de l'argent pour le budget ». L'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe de transactions financières, mais l'Autriche refuse la petite taxe qui est actuellement sur la table. Il dit lui-même qu'avec le projet qui est actuellement sur la table, défendu par la France, 99%, 99%, comme on dit à Bruxelles, des transactions ne seraient pas taxées. Donc l'Autriche, le ministre autrichien des Finances, qui est un homme de droite, mais dit on ne peut pas accepter une taxe sur la spéculation aussi rikiki, aussi petite. Et il dit, à la fin, le dernier paragraphe est dur pour la France, il dit si c'est la position française qui continue à l'emporter, d'une toute petite taxe sur les transactions financières, l'Autriche se retire de la négociation. Donc, comme responsable du budget, ça fait depuis avant Noël que je vais à Berlin régulièrement avant qu'il y ait le virus. Donc, c'est mon job. Chaque année, il y a un ou une députée qui est responsable du budget. Cette année, c'est à moi qu'on a confié cette responsabilité. Donc, avant qu'il y ait le virus, déjà, je dialoguais une fois avec Bruno Le Maire à Paris, une fois avec les conseillers d'Angela Merkel ou la ministre des Finances allemande. Avec le virus, c'est plus compliqué, mais on continue. Et donc, encore, la semaine dernière, j'ai dit à un membre du gouvernement français que j'ai eu 5 responsables allemands, soit à Berlin, soit des députés importants, soit quelqu'un à l'ambassade, qui me disent « mais est-ce que la France va bouger ?» Voilà. Encore une fois, bravo à Merkel et Macron pour le plan d'urgence qu'ils ont mis sur la table en juillet, mais c'est un plan d'urgence où il n'y a pas grand-chose pour le climat, qui va durer seulement 3 ans. Et donc nous, on veut avoir des financements durables pour la santé, pour le climat, pour l'emploi. Et on veut aussi que l'argent que devront rembourser les États membres, les pays, pour ce plan d'urgence, la France va rembourser 67 milliards, la Belgique doit rembourser 17 milliards. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on va rembourser l'argent de ce plan de relance? La relance, qui la finance? Est-ce que la France doit rembourser 67 milliards sur 30 ans? Est-ce qu'on va augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde? Est-ce qu'on va couper dans la santé, dans les retraites? Ou est-ce que l'argent que doit rembourser la France ou la Belgique sera remboursé par une taxe sur la spéculation? Et la France et la Belgique, et l'Allemagne, et la Pologne, et l'Italie garderont cet argent pour la santé, pour les pensions, pour les retraites. Donc ça donne l'impression que c'est un combat à Bruxelles, que c'est un combat européen. Mais le but, c'est que l'argent arrive dans les hôpitaux partout, dans toutes nos villes, en France, en Pologne, en Italie, en Belgique. Le but, c'est que l'argent arrive dans mon village des Pyrénées pour qu'on puisse isoler les maisons, qu'on fasse des transports en commun. Encore cet été, on a vu des canicules terribles. En France, il y a eu 70 départements où les paysans ne pouvaient pas arroser parce qu'on manquait d'eau. Les feux de forêt, on n'a jamais vu autant de feux de forêt en Australie, en Sibérie. Beaucoup de gens pensent, c'est un débat important, beaucoup de gens pensent qu'avec la crise économique, on peut oublier un peu la question climatique. Et là aussi, je leur montre une courbe en disant que, certes, les émissions de CO2 directement liées à l'activité économique ont baissé dans tous nos pays avec le Covid-19, mais il y a une autonomie du dérèglement climatique. Le monstre est en train d'échapper à ses créateurs et les feux de forêt sont tellement importants en 2020, en Australie, en Sibérie, en Amérique, que globalement, l'évolution du CO2 en 2020 va être la pire année. Quand on a commencé à mesurer le CO2, vous savez, il y a un observatoire à Mauna Loa à 3000 mètres d'altitude aux États-Unis pour être très loin de toutes les pollutions. Au début, le CO2 augmentait de 0,9 unités chaque année. 0,9. Depuis 5 ans, le CO2 augmentait de 2,4 unités. 2,4. Et là, cette année, sans doute, on mettra plus 2,6. Donc, les émissions de CO2 liées
à nos voitures ou à nos usines ont baissé avec la crise économique, mais les feux de forêt vont plus que remplacer et l'année 2020 va être catastrophique. Donc oui, il y a une urgence à agir pour le climat et oui, il faut de l'argent. Nicolas Hulot, quand il a démissionné, mon ami Nicolas, disait j'aurais voulu 7 milliards chaque année pour isoler les maisons et on m'a dit il n'y a pas d'argent. Mais moi, ça me fout en rogne quand la Banque Centrale Européenne, encore au mois de juin, a créé 1308 milliards en une journée, le 18 juin. La Banque Centrale Européenne a mis 1300 milliards sur la table. Il n'y a jamais les marchés financiers n'ont été aussi importants. Donc ça pose un problème philosophique. Tu parles d'une insurrection des consciences. On nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens, sapiens, la branche la plus évoluée des primates. Mais parfois on se demande, est-ce qu'on est vraiment des sapiens, sapiens ou des débilus, débilus? On voit la catastrophe arriver, le mélange de la climatique, de la crise sanitaire, peut amener à un effondrement. Et donc moi, en conscience, ça fait 3 mois que je l'ai déjà dit devant Mme von der Leyen, j'avais la voix qui tremblait au mois de juillet quand j'ai dit devant tout le monde, je suis rapporteur du budget, mais en conscience, je ne pourrais pas voter le budget s'il n'y a pas 50 milliards de plus chaque année pour la santé, le climat et l'emploi grâce à une taxe sur la spéculation. J'ai dit ça en juillet. Tout le monde me dit que mes idées sont vraiment intéressantes. Maintenant, c'est un vote de l'ensemble du Parlement. Maintenant, je ne suis pas seul, c'est l'ensemble du Parlement qui défend ces idées. Et j'en ai marre que le lobby financier nous bloque. Donc, à un moment, il faut choisir. Est-ce que c'est du Green Deal ou est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que l'Europe est au service des banquiers, des traders, des milliardaires? Ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service de la vie, au service du climat, des hôpitaux, au service du bien commun? Voilà, et moi, mon combat, c'est pas de faire, certains me disent, mais pense à ta carrière, je m'en fous de ma carrière, je n'ai qu'une vie. Les gens que j'admire, c'est Adam Michnik, c'est Mandela, c'est des non-violents qui ont réussi à faire bouger Václav Havel, c'est ceux qui ont fait bouger leur pays. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très nombreux citoyens comprennent mieux les enjeux. Les questions européennes sont très compliquées. Moi, quand je n'étais pas député, je ne comprenais pas grand-chose. Avec le virus, on oublie aussi les questions européennes. Mais je souhaite, on a fait un site pour que les gens puissent interpeller Emmanuel Macron, interpeller Merkel. Je souhaite qu'on soit le plus nombreux possible à mener ce combat. Et ce site, taxons la spéculation, on le répétera en cours d'émission. Tu as cité des figures qui t'inspirent. Il y en a une qui est prête, et je pense qu'elle t'inspire, c'est Adélaïde Charlier, qui, malgré son jeune âge, a déjà fait bouger beaucoup de choses. Elle est cofondatrice de Youth for Climate, et donc c'est l'opportunité aussi de prolonger ce volet climatique. Tu l'as dit, donc l'urgence climatique, elle reste là, et elle se combine à l'urgence sanitaire. Adélaïde, bonjour, bienvenue. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation à participer à ce live. Pourquoi c'est important pour toi de soutenir à la fois l'action et le message de Pierre? On l'entend à travers son message, l'Europe est à la croisée des chemins. Adélaïde. Exactement. Donc, peut-être vis-à-vis de la perspective des jeunes pour le climat, on est très inquiet, non seulement parce que l'ambition de l'Union européenne est encore très très loin de ce qu'on devrait, de où on devrait être pour atteindre les accords de Paris, mais en plus de ça, il n'y a même pas un budget pour atteindre l'ambition que nous avons aujourd'hui, qui est insuffisante. Donc ça nous fait évidemment beaucoup de stress, parce que est-ce que ce sont des ambitions pour des beaux mots, ou est-ce que ce sont des ambitions qui vont vraiment être atteintes grâce à un budget? On sait que notre société fonctionne comme ça aujourd'hui. On a besoin d'un budget pour atteindre nos objectifs. Donc évidemment, on n'est pas rassuré par nos leaders européens, surtout certains qu'on a rencontrés comme Angela Merkel, le Premier ministre italien et d'autres, qui nous disent que oui, peut-être en fait il faudra attendre une catastrophe pour que les consciences européennes se réveillent. Et moi, je pense qu'il ne faut pas une catastrophe, il faut juste des citoyens éveillés, il faut des politiciens éveillés comme Pierre Laroutourou, qui se met en avant pour défendre un budget qui va aider cette transition. Et donc, je le soutiens à 100% dans son action. C'est un politicien engagé qui pense à ses citoyens. Il y a aussi au niveau européen cette crainte de l'incohérence, quand par exemple on voit que la semaine dernière l'Union européenne a voté une PAC qui n'est pas alignée au Green Deal, qui n'est même pas alignée du coup à l'accord de Paris, quand par exemple on nous parle d'accord du Mercosur qui est encore une fois une incohérence européenne. Ici devant nous, on a un politicien qui essaie d'être cohérent dans ses actions, dans ses idées, dans son idéologie. En plus de ça, on sait combien on a besoin. Les cours des comptes nous l'ont dit, et Pierre Laroutourou nous le répète depuis plus de 2 ans maintenant. On a besoin de 600 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on va les trouver? Il y a des solutions. Il faut arrêter de dire que l'Union européenne n'a pas d'argent et que nous n'avons pas d'argent. Il y a des solutions comme cette taxe transaction financière. Et donc c'est pour ça qu'il est important de soutenir toutes les
toutes les initiatives qui vont nous mener vers des solutions et pas vers des problèmes. Tout à fait. Pierre, est-ce que tu as envie de rebondir sur ce qu'Adélaïde Je voudrais juste d'abord remercier Adélaïde et tous les autres étudiants et étudiantes qui sont dans la rue depuis 2 ans, parce que je pense qu'elles ont eu un rôle, ils et elles ont un rôle fondamental pour réveiller les politiques. C'est pas pour rien si derrière moi j'ai le panneau que Greta avait employé quand elle a dit « Je commence la grève devant le Parlement » et j'ai repris la même typo en hommage à Greta et à tous les jeunes qui nous poussent à regarder la réalité en face. Adélaïde était là il y a 1 an, j'étais invité à Bruxelles avec Nicolas Hulot, il y avait 800 personnes et au premier rang il y avait un ministre libéral, quelqu'un de droite, Jean-Luc Ruck, qui a dit c'est grâce au mouvement des étudiants, c'est grâce à Adélaïde qui était juste derrière, c'est grâce à tous les jeunes qui sont dans la rue, même quand il pleut, même quand ils devraient travailler, mais ils sont dans la rue toutes les semaines pour dire réveillez-vous, le dérèglement climatique est une évidence. On peut pas être, ce serait vraiment scandaleux. On est la première génération pour laquelle il n'y a plus aucun doute sur la gravité du dérèglement climatique, mais on peut encore agir. Et ce serait dramatique qu'on ait toutes ces informations et qu'on n'agisse pas. Et donc le ministre disait c'est grâce aux jeunes qui sont dans la rue que je me suis mis à réfléchir pour le climat. J'ai lu le petit livre que Jean Jouzel, Anne Essel et Pierre ont fait. Et ce ministre disait, j'ai lu en une nuit, je croyais que tous les chiffres étaient faux. J'ai demandé à mes services de vérifier et tout est vrai. Et c'est pour ça que, côte à côte, on avait le chef des écolos, Jean-Marc Nollet, et le ministre libéral. Ils ne sont pas toujours d'accord, mais pour le climat, ils s'étaient mis d'accord sur notre projet. Donc, un grand merci à Adélaïde. Il était possible, on avait pensé qu'elle viendrait au Parlement, mais avec le virus, il faut qu'on fasse attention. Mais un grand merci pour ton soutien, mais surtout pour tout ce que tu fais depuis des années. Et oui, il faut qu'on mette une pression. L'autre fois, il y a 1 an, 1 an et demi à Paris, on avait fait un grand événement. Olivier de Schutter, qui est un grand juriste belge, était venu. Il y avait là des gens de plein de pays. On avait présenté le pacte climat qu'on veut. Et il y avait là un climatologue qui disait « Je me réveille la nuit à cause du dérèglement climatique ». J'avais choisi la science en pensant que la science allait faire le bonheur de l'humanité, mais je suis de plus en plus pessimiste. Et il disait, il faut gagner la bataille. Il disait, je vais m'engager avec Jean Jouzel, avec Anne Essel, avec Pierre Larouturou, avec 3 mots-clés. L'intelligence, la bienveillance, la fermeté. Intelligence, il y a encore des gens qui n'ont pas compris la gravité du problème. Il y a encore des gens qui pensent que, bof, le dérèglement climatique, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des gens qui pensent qu'avec la crise économique, on peut retarder l'action sur le climat. Donc, intelligence, dire la gravité du problème. Intelligence aussi, dire qu'il y a des solutions. Oui, c'est possible de taxer un peu la spéculation. Et oui, on aura 50 milliards chaque année. Et avec 50 milliards, on peut isoler un bon paquet de maisons, isoler des maisons de retraite, isoler des écoles, faire des transports en commun pour que les gens ne prennent plus leur voiture. Donc, mettre de l'intelligence, mettre de la bienveillance. On ne va pas engueuler ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, sinon ce sera plus compliqué de les faire évoluer. Et de la fermeté, ça n'est pas drôle. Ce n'est pas dans 10 ans qu'on doit décider, c'est maintenant. Et c'est intelligence, bienveillance, fermeté. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une grève de la faim, pour dire aux décideurs politiques, maintenant il y en a marre du double discours, c'est maintenant qu'il faut décider. Il y a un conseil des ministres des Finances le 1er décembre. Là, c'est très concret. Je suis rapporteur du budget, je suis dans un vrai calendrier politique. Enfin, nous sommes tous dans un vrai calendrier politique. La négociation sur le budget de l'Europe, elle doit être finie dans les 15 jours qui viennent en principe. Et le conseil des ministres des Finances qui peut décider pour de vrai la création de la taxe sur la spéculation, c'est le 1er décembre. Donc mon but est que nous fassions une pression maximale sur les chefs d'État, sur Merkel, sur Macron et sur les ministres des Finances. Les lignes bougent, on peut gagner la bataille d'ici le 1er décembre. Adélaïde, je pense que tu as démarré des études de sciences sociales. Et alors, ça m'inspire cette question que Pierre a soulevée pendant l'une de ses interventions. Finalement, l'être humain, sapiens sapiens ou débilus débilus? Et c'est un peu à l'étudiant en sciences sociales que je m'adresse. Ah, on a perdu le son d'Adélaïde. Oui. Ah, voilà. Pardon, j'ai Et perdu. on retrouve le son, comme dans la chanson. Non, mais donc, je pense que c'est important d'utiliser le sapiens sapiens pour faire face à cette urgence climatique. Il faut pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Parce que après, il faut savoir que ce sapiens sapiens nous a aussi amené dans cette problématique. Donc, il faut utiliser, entre guillemets, la bonne partie du sapiens sapiens et peut-être pas la partie débilis débilis. Moi, ce que je pense que ce qui est très, très important ici, c'est que l'humain s'est un peu perdu dans sa quête, entre guillemets, de sens. Ça paraît un peu philosophique comme ça, mais avec tous ces chiffres et cette spéculation qui, au final,
est-elle encore réelle? Quelle est-elle en fait? En tant que citoyen, on a du mal à comprendre en fait ce que c'est. Quel est un budget européen? Qu'est-ce que c'est des milliards d'euros? En fait, d'où il sort, etc. Et on a complètement perdu ce sens. Et pour moi, il est important de s'assurer que ce budget, qui est justement aujourd'hui un peu la seule solution de pouvoir résoudre cette urgence climatique dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, il faut s'assurer qu'il revienne au bénéfice des citoyens, et c'est-à-dire non seulement de s'assurer que l'économie continue à augmenter vers une courbe comme celle-ci, mais s'assurer en fait que ce budget soit utilisé, comme Pierre Larouturou le disait, pour nos hôpitaux, pour faire face à la crise du coronavirus comme aujourd'hui, mais aussi pour faire face à l'urgence climatique. Aujourd'hui, on met l'urgence climatique en deuxième plan, en troisième plan, après l'économie, et ça, c'est donc mettre l'économie avant les vies, et c'est là qu'on comprend le débilis chez l'humain. Pierre, quelque chose à ajouter à cela avant de saluer et remercier Adélaïde? Quand j'avais 19 ans, j'avais beaucoup moins de réflexion, beaucoup moins mûr et beaucoup moins de capacité d'engagement. Donc Adélaïde le sait, mais je trouve ça vraiment super ce qu'elle fait. Adélaïde, et j'espère qu'on va gagner la bataille tous ensemble. Oui, et ça se gagnera à travers les générations, évidemment. Adélaïde, un grand merci de nous avoir rejoints dans ce live un petit peu particulier, en liaison donc avec le Parlement européen, où se trouve Pierre Larouturou, qui a démarré donc une grève de la faim pour faire pression, pour qu'enfin passe cette taxe sur les transactions financières. Je vous rappelle qu'il existe donc un site internet taxonslaspeculation.eu où vous pouvez directement interpeller votre chef de gouvernement pour le convaincre, s'il n'est pas encore convaincu, que c'est important de faire passer cette taxe sur les transactions financières. Pardon. Notre prochain invité, c'est Philippe Geluck. Avant de l'accueillir, Pierre, un petit mot sur finalement ce que va permettre de débloquer, ce que permettrait de débloquer cette taxe sur les transactions financières en termes concrètement de budget par an, et comment ces budgets seront ventilés. Notre objectif, c'est qu'il y ait 50 milliards de plus au moins. Ça ne suffira pas, mais notre objectif, c'est que, Adélaïde l'a dit, pour gagner la bataille du climat, pour isoler toutes les maisons, isoler toutes les écoles, toutes les universités, faire des transports en commun, développer des renouvelables, aider les paysans à changer de pratique pour faire moins de CO2, pour mettre moins d'engrais chimiques dans leurs terres, il faut à peu près 600 milliards chaque année. C'est les chiffres de la Commission européenne. Madame von der Leyen, qu'elle a une vraie ambition sur le climat, et j'y crois. Et elle dit elle-même, il faudrait, pour rattraper le retard, 600 milliards chaque année, au niveau européen et au niveau national, public et privé. Donc, il y a 10 jours, le Parlement européen a proposé un rapport en disant bien, il n'y a pas de baguette magique. Quand on cherche 600 milliards chaque année, il n'y a pas de baguette magique. Donc, il faut, par exemple, que la Banque centrale européenne mette son comportement en ligne avec l'ambition climat. Je le redis, le 18 juin, beaucoup de gens ne le savent pas, les questions monétaires, ça paraît un peu théorique. Moi, quand j'étais étudiant, je ne comprenais rien aux questions monétaires, mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Tout est fait pour que les citoyens se détournent, on met des mots compliqués, le quantitative easing, les gens ne comprennent rien, se disent « je vais avoir l'air ridicule si j'en parle », mais les choses sont assez simples. La Banque centrale européenne a fait des choses très bien depuis 6 mois pour éviter un effondrement de l'économie. Bravo pour ce qui a été fait en mesure d'urgence. Bravo, les marchés financiers ont été un peu calmés, ceux qui voulaient taper sur l'Espagne ou attaquer le Portugal ou l'Italie. La Banque centrale a dit qu'elle ne laisserait pas les spéculateurs augmenter les taux d'intérêt pour l'Italie ou pour l'Espagne. Donc bravo, il y a des choses faites par la BCE, par la Banque centrale qui sont très bien. Mais par contre, je n'ai pas compris, le 18 juin, la Banque centrale européenne a mis 1308 milliards sur la table, 1300 milliards à taux négatif. C'est open bar pour les banques. Tu lèves la main, tu dis je veux 40 milliards, tu as déjà gagné une prime de 400 millions. Donc, et pour l'essentiel, c'est parti à la spéculation. 2 mois plus tard, il y avait un tweet de Donald Trump qui dit « c'est génial, les marchés financiers sont à un niveau jamais vu ». Donc concrètement, le Parlement européen, et nous, avec Adélaïde, on avait lancé un appel avec 700 personnalités au mois de mars. L'argent de la Banque centrale ne peut pas aller n'importe où et essentiellement à la spéculation. Il faut qu'il aille via une banque du climat pour isoler les maisons, faire des transports en commun, qu'on ait des prêts, nous aussi, des prêts à moins 1%. Si les banques peuvent avoir d'argent à moins 1%, pourquoi est-ce que quand tu dois isoler ta maison, si tu es maire d'une ville, tu dois faire des transports en commun, pourquoi est-ce que tu n'as pas d'argent aussi à moins 1%? Donc il y a ça. Un deuxième levier, c'est que les banques et les assurances ne puissent plus financer les énergies fossiles. Donc le Parlement européen dit qu'il faut une sortie progressive des énergies fossiles. Nous, avec Adélaïde, avec Jean Jouzel, avec Anne Essel, on va plus loin. On voudrait une mesure contraignante. Et je continue à me battre là-dessus. J'ai encore 4 ans de mandat de député. Je continue à 3 ans et demi. Je continue à me battre
on dit qu'il faut faire une loi FATCA climat, qu'il faut faire une loi, un peu comme Barack Obama aux États-Unis avait fait la loi FATCA pour dire aux banques, vous devez être totalement transparentes pour lutter contre l'évasion fiscale. Les banques étaient furieuses, mais Barack Obama l'a fait, et maintenant toutes les banques doivent être transparentes pour le fisc américain. Il y a des milliards qui sont rentrés dans les caisses du fisc, et nous, au niveau européen, on demande une loi FATCA climat qui dit plus aucune banque, plus aucune assurance ne pourra travailler en Europe si elle n'est pas totalement transparente de ses activités et si elle n'a pas totalement stoppé les investissements fossiles dans les 5 ans qui viennent. Donc ça, c'est une revendication qu'on porte. Et puis, il faut des subventions, comme on dit en Belgique, des subsides. Si chacun de nous, c'était une des demandes de la Convention citoyenne en France, tous ceux qui ont réfléchi au climat disent qu'il faut des mesures pour dire dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Dans 20 ans, toutes les écoles, les maisons de retraite doivent être isolées. Mais ça n'est possible de le rendre contraignant en disant dans 20 ans que s'il y a des gens compétents pour faire le boulot et s'il y a des aides financières. Une vraie isolation, c'est en moyenne 20 000 ou 25 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de mettre 20 000 ou 25 000 euros de sa poche. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait un budget européen et que chacun de nous, c'est très concret, chacun de nous dans sa vie personnelle, si là, je ne sais pas où tu habites Pierre, mais si tu dois isoler l'appartement ou la maison, que tu aies au moins la moitié, tu recevras un chèque avec un petit logo de l'Europe et au moins la moitié de la facture sera payée par l'Europe. Et pour les plus modestes, évidemment, ça doit être beaucoup plus important, 95% doit être payé par la collectivité. Et je parle des plus modestes parce que j'ai en tête, et ça m'a frappé, il y a 2 ans, j'étais à la Grenoble, j'avais visité un immeuble de HLM et j'avais vu un monsieur qui habitait là depuis 15 ans dans cet immeuble de HLM, à loyer modéré, et il disait, depuis 3 ans, on a isolé cet immeuble, c'est vraiment beaucoup plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver, donc c'est d'abord du confort. Il disait, j'ai gagné 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. J'ai gagné 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Donc, ce n'est pas un député qui dit ça, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas une ONG, même si tous ces gens-là sont respectables. C'est un monsieur d'une famille très modeste qui dit, isoler les appartements, isoler les immeubles, c'est bon pour créer des emplois dans le bâtiment, c'est bon pour faire baisser, c'est bon pour gagner la bataille du climat, mais chacun de nous va y gagner. Donc, et ça n'est possible. Et les élus qui étaient là disaient on aimerait en faire plus, on n'a pas assez d'argent. Donc il me dit Pierre, si tu arrives à gagner la bataille d'un budget climat, on sera très heureux et on pourra créer beaucoup plus d'emplois. Je ne veux pas être trop long, mais au total, pour toute l'Europe, on peut créer plusieurs millions d'emplois. Rien qu'en France, on a le soutien de l'ADEME. Avant d'être député, j'étais activiste. On a créé une association avec Jean Jouzel. On avait le soutien officiel de l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, qui disait que notre projet était sérieux et que rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois. Des emplois dans le bâtiment, dans les transports en commun, dans les renouvelables, dans l'agriculture. Ben, si on crée 900 000 emplois rien qu'en France, ça vaut le coup. Mais ça n'est possible que si on trouve des financements solides qui ne retombent pas sur monsieur et madame tout le monde. Merci beaucoup Pierre. Je pense qu'il y a un point commun évident entre toi et l'invité que nous avons le plaisir d'accueillir à présent, Philippe Geluck, connu pour davantage ses langues de chat que sa langue de bois. Et Philippe Geluck qui partage, je pense, comme toi, cette colère par rapport à l'inertie politique. Bonjour Philippe. Bonjour. Un grand merci d'être parmi nous. Est-ce que le son fonctionne bien avec Philippe, que je n'ai pas trop dans l'oreillette? Alors, moi, je vous entends. Ça va, super. Voilà, je vous entends aussi. Philippe, un grand merci d'être parmi nous, tout comme les internautes qui nous suivaient à distance. Philippe, pourquoi c'était important pour toi de participer à ce direct et d'afficher à la fois ton soutien par rapport à la démarche de Pierre, mais aussi par rapport à son message? Alors, je lis, j'écoute, j'entends Pierre depuis très longtemps, je le connais bien et j'applaudis son travail et toutes les idées qu'il porte depuis plusieurs années. Aujourd'hui est un jour charnière. Je trouve que le geste qu'il pose est d'un courage extrême et tellement nécessaire. Chaque fois qu'il nous parle ou qu'il me parle d'économie, je comprends tout. C'est bizarre. Vous savez, à l'école, on avait des professeurs qui nous parlaient, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Ils n'avaient pas le don. Et Pierre Larouturou a ce don-là, c'est de communiquer son enthousiasme et ses idées. Ces idées, il nous les raconte avec passion, mais avec tellement de pertinence, avec tellement de culture, à la fois économique et humaine. Et ce qu'il propose de défendre aujourd'hui en entamant cette grève de la faim, c'est fondamental. Ça fait des années, ça fait, je crois, même des décennies qu'on attend une taxe Tobin à l'échelle planétaire Et là, il a trouvé la façon de la proposer et nous l'espérons de l'imposer à l'Europe.
Une taxe sur les transactions financières, bon sang, mais c'est lumineux. C'est tellement, ça paraît tellement évident que certains n'y ont sans doute pas pensé. Mais c'est une taxe qui ne va être ressentie par personne. Les transactions financières, il nous le racontera mieux que nous, mais se comptent par dizaines de millions, par centaines de millions chaque année. Donc la ponction qui sera faite sur ces taxes financières sera totalement indolore pour ceux qui seront ponctionnés et elle fera un bien inouï à la communauté entière. Alors je sais qu'il y a des systèmes politiques qui nous sont plus chers que d'autres. Certains se basent sur le partage, sur une justice sociale, mais que cela gêne, que ça dérange certains qui estiment que les richesses du monde doivent appartenir à quelques-uns et pas au plus grand nombre. Pierre Larouturou et moi-même, très modestement, nous pensons différemment, mais nous savons qu'il est compliqué dans des démocraties de faire avancer les idées, même si elles sont généreuses. Mais cette taxe Tobin, je le répète et je voudrais qu'il nous le réexplique encore une fois, cette taxe sur les transactions financières est juste limpide, indolore et va rapporter des milliards. Alors pourquoi des États, pourquoi des chefs d'État, pourquoi M. Macron n'applaudit-il pas au discours de Pierre Larouturou en disant « Mais bon sang, tu as tellement raison, on va le faire ». Voilà, c'est le sens de mon intervention et de mon appel. Et merci Philippe de poser directement la question finalement à Pierre. Qu'est-ce qu'ils attendent, Pierre ? Mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a le poids des lobbies est très important, le poids des lobbies financiers, le poids des lobbies qui veulent vendre du pétrole, toujours plus de pétrole. Souvenez-vous, quand Nicolas Hulot a démissionné, il a dénoncé le poids des lobbies. Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer un lobby citoyen très, très fort qui va pousser Merkel et Macron à bouger. Je sais qu'il y a un débat au sein du gouvernement français. Depuis 3 mois, comme rapporteur du budget, je parle avec des ministres français et avec des députés français. J'ai été auditionné à distance avec le virus, mais j'ai été auditionné il y a 10 jours par le Parlement, et y compris au sein de En Marche. Il y en a qui demandent à Emmanuel Macron d'évoluer. Mais aujourd'hui, je suis triste de le dire, mais la lettre du ministre autrichien des Finances dit clairement que c'est la France qui bloque la négociation. Le ministre autrichien des Finances dit que la position française amène à ce qu'il y ait seulement 1% des transactions qui soient taxées et que 99%, comme on dit à Bruxelles, 99%, comme on dit à Paris ou dans les Pyrénées, le ministre des Finances, je redeviens sérieux, le ministre des Finances autrichien dit que c'est scandaleux, que la position française fait que 99% des transactions ne seront pas taxées. Et il dit que si c'est la position française qui l'emporte, il se retire de la négociation. Donc je le dis à Emmanuel Macron, on n'est pas là dans un conflit politique français, on est là dans l'avenir de l'Europe, l'avenir du climat. Vous avez dit que vous vouliez un plus grand budget européen, le discours de la Sorbonne. Je vous avais envoyé un message pour vous féliciter. Vous avez dit que le climat était votre priorité. Même vous m'aviez mis au Haut Conseil pour le climat quand vous avez créé ce Haut Conseil. Mais beaucoup de gens maintenant ont des doutes. Et la démission de Nicolas Hulot aurait pu être un électrochoc, mais on ne voit toujours pas les moyens nécessaires. Donc maintenant, c'est l'heure de vérité. Est-ce que la France, est-ce que vous êtes au service des banquiers, des traders, des milliardaires, ou est-ce que vous voulez réellement un budget européen plus important, qu'on débloque les moyens pour la santé, pour le climat et pour l'emploi? Et j'aimerais vraiment que vous bougiez. Je ne suis pas là dans un conflit politique français, je suis là comme rapporteur du budget. Si on n'a pas d'argent pour le climat pendant 7 ans, c'est vraiment dramatique. Ça ne sert à rien de faire des mains sur le cœur pour dire nous voulons la neutralité carbone. Donald Trump n'a rien compris, Trump est un imbécile, mais nous, l'Europe, nous avons un objectif climat. C'est très bien d'avoir un objectif climat, mais si on ne met pas l'argent pour isoler les maisons, pour isoler les universités, si on ne met pas l'argent pour les transports en commun ou pour l'agriculture, c'est du pipeau. Voilà. Et je pense qu'il y a un moment où il faut dire la vérité. Un enfant de 5 ans sait faire la différence entre ce qui est pour de rire et pour de vrai. Mais la question du climat, ce n'est pas pour de rire. C'est vraiment un drame. Moi, j'ai été invité à Bamako, au Mali, il y a quelques années. Il m'a fallu plusieurs semaines pour retrouver le sommeil. Les gens de Bamako vous parlent du sida climatique. Ils vous disent que le dérèglement climatique va faire autant de morts que le VIH, que le sida. J'ai passé 2 jours, vraiment, voilà, la sécheresse qu'on vit au Sahel en ce moment, c'est la plus grave sécheresse depuis 1600 ans. Donc, Monsieur Macron, je sais que vous avez d'autres choses, ce soir vous devez faire des annonces sur le virus, mais dans les 10 jours qui viennent, est-ce que oui ou non la France va bouger? Est-ce que oui ou non la France va dire nous sommes d'accord? De même qu'Angela Merkel a bougé. Angela Merkel a été courageuse quand elle a accepté de parler des 500 milliards de dettes communes. Est-ce que la France peut bouger et dire nous sommes d'accord pour taxer la spéculation 0,01%. Aujourd'hui en France, il y a une petite taxe sur les marchés, mais qui ne concerne que certaines actions, qui d'ailleurs est plus forte que ce que proposait l'Europe. En France, aujourd'hui, il y a une taxe à 0,3%, mais seulement sur très peu de transactions.
Tandis que ce que demande le Parlement, c'est une taxe de 0,1 ou de 0,01, mais sur toutes les transactions financières. Et si on taxe tout, y compris tous les éléments de spéculation, toute la spéculation intraday, le trading à haute fréquence, les produits dérivés, si on taxe tout et pas simplement les actions des grands groupes, là, on a 50 milliards. Tandis que le projet défendu par la France ne rapporte que 4 milliards. Il n'y a pas un sou pour le climat au niveau européen. Alors Philippe, Et merci à Philippe Geluck, parce que c'est toujours un plaisir, quand je venais à Bruxelles avant d'être député, qui me recevait à manger, qu'on déjeunait ensemble. Je commençais à rigoler déjà dans le train. Et Philippe est non seulement quelqu'un de très drôle, mais de très intelligent et avec une réflexion politique. Je prends des notes à chaque fois que je le rencontre. Donc, écoute, merci beaucoup Philippe. C'est un plaisir à chaque fois de parler avec toi. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Alors Philippe, on a démarré Philippe. sur la colère que vous partagez, la colère face à l'inertie politique. Qu'est-ce qui, au contraire, te donne de l'espoir? Et là, c'est pour la touche un petit peu plus lumineuse, car il y a une très belle lumière là où tu es, c'est peut-être chez toi, je ne sais pas, mais il y a une très jolie lumière. Mais alors qu'est-ce qui, au contraire, cette éclaircie dans la grisaille, elle vient d'où pour toi? Elle vient de cette foi indéfectible en l'humain, malgré tout. Je ne sais pas en quoi on peut croire d'autre qu'en l'humain et en ses plus belles réalisations, en ses plus grands rêves. La lumière, elle vient de la faculté d'émerveillement qui ne me quitte pas et cette faculté et ce besoin absolu de continuer à rire. Je racontais à des personnes récemment sur un plateau de télé comme j'avais été marqué par cette relation faite à un ami de mes parents qui était survivant des camps de concentration. Il m'avait demandé de participer à une exposition de dessin sur le travail de mémoire. Ce que j'avais fait, évidemment, c'était un grand honneur pour moi, mais c'était extrêmement difficile de pondre des dessins d'humour sur le travail de mémoire. Tu vois un petit peu le challenge. J'y étais arrivé, et puis il était revenu vers moi en disant qu'il avait aimé les dessins, et il dit, tu sais, peu de gens le savent, mais dans les camps, certains d'entre nous ont continué à rire et à garder intact leur sens de l'humour. C'était pour nous une façon de survivre, de pouvoir nous foutre de la gueule de nos bourreaux. Et ceux qui ont gardé cette faculté en eux s'en sont sortis et ont survécu. Ceux qui à un moment n'y sont plus arrivés ont lâché la rampe, malheureusement. Sans être dans une situation aussi dramatique individuellement, on est dans une situation collective qui peut nous mener à la même catastrophe globalement. Et néanmoins, nous avons besoin de rire, néanmoins, nous avons besoin de garder un peu de distance. Personnellement, si je devais lire les propos de Pierre Larouturou, les constats de Pierre Larouturou, juste au premier degré, et en tirer des conséquences, j'ai l'impression que je me flanquerais une balle dans la tête. Parce que je me dis, c'est fichu, il n'y a plus rien à espérer de ce monde, les salauds sont trop forts, nous sommes allés trop loin, le mouvement. On a perdu la connexion avec Philippe. On peut essayer d'imaginer un peu la suite et la fin de son propos, et puis surtout remercier à nouveau Philippe d'avoir participé à ce live. Et pour anticiper un petit peu le prochain invité, qui sera Arnaud Schwartz, qui malheureusement n'est pas président de France, mais président de France Nature Environnement. Son mantra à Arnaud, c'est le moment ou jamais. Alors ça permet peut-être de compléter ce que Philippe n'a pas pu apporter comme conclusion à son propos. Pierre, le moment ou jamais, tu partages ce mantra? Oui, c'est le moment ou jamais, parce je le répète, c'est la première génération où plus personne n'a de doute. Même en Pologne, un jour, le ministre polonais du Climat me dit, avec les canicules à répétition, quand les gens ont vu à la télévision un paysan polonais qui dit qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'herbe, il va devoir tuer une partie du troupeau, tout le monde comprend, il faut vraiment être stupide pour ne pas comprendre le dérèglement climatique. Donc on est dans ce moment assez stressant où tout le monde comprend que c'est très grave, mais ce n'est pas encore foutu. Donc raison de plus pour se trouver des moyens financiers
Et on voit bien qu'aucun pays tout seul, même l'Allemagne, qui est un des pays les plus riches, ils n'arrivent pas à sortir du charbon avant 2038 parce qu'ils n'ont pas les moyens pour isoler les maisons, faire des transports en commun. Donc, une des clés, c'est au niveau européen, utiliser autrement l'argent de la Banque centrale, créer un impôt sur les bénéfices des grandes entreprises, taxer la spéculation pour qu'on ait de l'argent pour aider tout le monde. Juste sur Philippe Geluck, dommage que la liaison était coupée, mais deux choses. Sur l'humour, la dernière fois que j'ai déjeuné avec Philippe, je lui ai cité, je ne sais pas d'où ça vient, quelqu'un qui disait « l'humour, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. » On est dans une société où tous les jours, on entend des catastrophes, il y a de quoi se flinguer, l'accumulation des crises. Et donc, le fait de rire, le rire est le propre de l'homme, le fait de rire, ça n'arrête pas les emmerdes, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Donc, rire, tous les week-ends, quand je rentre à Paris, je relis les bandes dessinées de Philippe. Je lui disais hier soir qu'on est tous parmi ses fans. Et puis, rester optimiste malgré tout, croire en l'homme, c'est ce qu'a dit Philippe Geluck. Je me souviendrai toujours de la discussion avec Stéphane Hessel, la dernière fois que j'ai vu Stéphane. Je crois que sa fille Anne Hessel va nous rejoindre. Et Stéphane Hessel était chez lui, dans son lit. Il savait que la mort pouvait venir. On avait parlé de Václav Havel, parce que Stéphane Hessel aussi, comme moi, aimait beaucoup Václav Havel, qui disait qu'il faut contempler le miracle de l'être, tout ce qui est beau, tout ce qu'on fait de magnifique, avec quelques atomes de carbone et d'hydrogène. Et Stéphane disait, il faut tout faire pour lutter contre le désarroi des gens, contre le fait que les gens pensent que c'est foutu. Il faut rappeler qu'il n'y a aucune fatalité. On a connu des systèmes monstrueux et les hommes et les femmes se sont mis debout pour faire tomber ces systèmes monstrueux. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin, qui était un système monstrueux, et la fin du mur de Berlin, parce que c'est des hommes et des femmes qui se sont mis debout. Et je crois qu'il faut croire en l'homme, évidemment, malgré les emmerdes, malgré l'accumulation des crises, malgré la déception que provoquent nos dirigeants. On a voté pour Tartampion, il nous a menti. On a voté pour Tartemuche, il nous a déçus. Il y a de bonnes raisons de désespérer, mais je crois qu'il faut croire en l'homme. Et tout à l'heure, j'ai fini mon intervention en commission des budgets. D'habitude, je parle technique, d'habitude, j'ai des graphiques. Et j'ai cité Adam Michnik, une des grandes figures de la Pologne qui avait lutté contre le système oppressif, Adam Michnik disait, en chacun de nous, il y a une conscience qui nous pousse à dire ceci est bien, ceci est mal. L'esclavage, il y a des gens qui se sont battus contre l'esclavage. Les hommes et les femmes, l'histoire de l'humanité ne s'explique pas. Heureusement, il y a de bonnes raisons de penser que la conscience humaine peut agir. Chacun de nous tout seul est désemparé, chacun de nous tout seul, moi comme vous, on est tout petit face à la crise, mais collectivement, nous avons les moyens de faire bouger les choses. Dans mon bureau, au 11e étage du Parlement, j'ai une photo du mur de Berlin, où on voit des jeunes et des moins jeunes qui poussent physiquement le mur. S'il n'y avait pas eu des citoyens, le mur de Berlin serait toujours là. Moi, mon dernier cours à Sciences Po, j'étais en 89, ça ne nous rajeunit pas à Sciences Po Paris, et le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous disait que de notre vivant, dans les 50 ans qui viennent, on ne verrait pas la fin du mur de Berlin. C'était en avril 89, et 6 mois plus tard, le mur de Berlin était tombé, pas parce que les grands chefs l'avaient décidé, mais parce que des gens comme vous et moi l'ont décidé. Et j'ai aussi la photo de Václav Havel dans mon bureau, Václav Havel qui dit « Chacun de nous peut changer le monde » en 89. Václav Havel qui dit « Chacun de nous peut changer le monde, même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde ». Et je crois que sur la question du climat, sur la question du budget, ok, je suis député, donc j'ai un peu plus de pouvoir que peut-être des gens qui ne sont pas députés, mais vraiment, j'ai conscience qu'on n'arrivera à rien, nous, le Parlement, si j'ai décidé aujourd'hui de faire une grève de la faim, c'est qu'on n'arrivera à rien s'il n'y a pas un mouvement très fort des citoyens pour nous aider. Philippe, tu ne te sens pas trahi dans ta conclusion, parce que finalement, on a essayé d'imaginer un petit peu vers quoi tu voulais aller, mais voilà. Voilà, et du coup, moi, je suis revenu. Je ne sais pas quand ça s'est coupé. Tout à coup, j'ai plus rien vu, j'ai continué à parler, mais vous avez compris le sens de ce que je voulais dire. Donc, Pierre Larouturou a dans son bureau une photo du mur de Berlin, une photo de Stéphane Hessel. Moi, je vais mettre une photo de Pierre Larouturou en disant, en 2020, voilà l'homme qui a obtenu de la part des dirigeants européens cette taxe sur les transactions financières. Et chaque jour, j'allumerai une petite bougie pour dire merci Pierre Larouturou. Très drôle. Et merci infiniment Philippe Geluck. C'est un mouvement collectif, mais c'est très drôle. Merci Philippe. J'espère que tu as pris un bon petit déjeuner ce matin, Pierre. Bon courage. Oui, et une pomme avant de commencer. Merci beaucoup Philippe. À bientôt. Au revoir. Oui. Au revoir. Tu n'es pas le seul. Pierre, comme Philippe y croit et a raison d'y croire, et on a envie d'y croire aussi, cette taxe sur les transactions financières, si jamais elle était adoptée, si elle faisait partie de ce budget, elle serait mise en place à partir de quand? C'est quoi un peu les délais et les délais avant qu'elle devienne à la fois effective? Ce qu'on demande, c'est le 1er janvier 2024. La position officielle du Parlement européen, vous m'entendez correctement? Très bien.
Notre objectif politique, c'est qu'il y ait une décision le 1er décembre. Là, dans 5 semaines, il y a tous les ministres des Finances des 27 États membres qui doivent décider est-ce que oui ou non, ils créent une taxe de transactions financières. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Beaucoup de gens pensent que l'Europe, c'est foutu, qu'on n'y arrivera à rien parce qu'il faut l'unanimité, il suffit qu'il y ait un pays qui bloque. Ça n'est pas vrai pour la taxe sur la spéculation. On peut faire un groupe avancé, ce qu'on appelle en langage technique une coopération renforcée. Et du point de vue juridique, elle a déjà été lancée. Donc, aucun pays ne peut bloquer. Et du coup, ça ne fait pas d'excuses. Par exemple, si Emmanuel Macron dit « j'aimerais bien, mais il y a un tel pays qui n'est pas d'accord », c'est un faux argument. Même s'il n'y a que 10 pays, même s'il n'y a que 15 pays, on peut avancer. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire on met une grosse carotte pour pousser tous les pays, le plus grand nombre de pays à avancer, c'est-à-dire les pays qui seront d'accord pour taxer la spéculation, ceux qui doivent rembourser pour le plan d'urgence. Merkel et Macron ont négocié un très bon plan d'urgence, mais qui va durer que 3 ans, où il n'y a pas grand-chose sur le climat. Mais par exemple, la France doit rembourser 67 milliards, étalé sur 30 ans. La Belgique doit rembourser 17 milliards. Si la France et la Belgique sont d'accord pour une taxe sur la spéculation, ces 2 pays n'auront pas à rembourser l'un 67 milliards, l'autre 17. C'est grâce à la taxe sur la spéculation qu'on remboursera le plan de relance et l'argent pourra rester en France ou en Belgique pour les systèmes de santé, pour les retraites, pour les pensions, comme on dit à Bruxelles. Donc c'est un avantage. Et en même temps, donc en gros, je ne veux pas être trop long, mais on espère, d'après les chiffres de la Commission, qu'on aurait à peu près 50 milliards chaque année, 50 milliards. Il y aurait 15 milliards pour rembourser cette dette commune. Si elle est étalée sur 30 ans, il faut 15 milliards. Et le reste, ça ira pour les priorités politiques et essentiellement le Green Deal, le climat. Ça ne suffira pas, mais on veut se battre aussi pour que l'argent de la Banque centrale européenne aille vers le climat. On veut aussi, dans 2 ans, avoir une taxe carbone aux frontières. On veut une taxe sur les bénéfices des grandes entreprises. On veut taxer Google et Netflix. Mais celle qui est la plus techniquement possible, celle qu'on peut négocier cette année, avoir une signature cette année et qui s'appliquera dans 2 ans, la commission Barroso disait que c'était faisable en 2 ans. Donc, pour montrer qu'on est dans le consensus, au Parlement européen, on aime bien s'appuyer sur des consensus solides, on dit c'est faisable en 2 ans. Donc, si on la négocie, si on top maintenant, c'est au plus tard, au 1er janvier 2024. Mais mon espoir, c'est que si on crée une dynamique politique, on se dit peut-être qu'on peut y arriver plus tôt et on a vraiment besoin d'argent. Quand vous voyez l'état de nos hôpitaux, l'état de nos économies, le besoin d'argent pour le climat, mon but, c'est que si on crée une dynamique, on l'est plutôt en 2023 qu'en 2024. Mais la position du Parlement, c'est on négocie maintenant pour qu'elle arrive en 2024. Pendant 3 ans, il y aura plus d'argent avec le plan d'urgence et on veut que la taxe sur la spéculation prenne le relais pour des financements pérennes. Parce que c'est un point très important. Je pense qu'Arnaud Schwartz va en parler, de France sur environnement, on va en parler mieux que moi, je vais me taire. Mais par exemple, sur la question du climat, s'il y a quelques financements pendant 3 ans et puis rien du tout, par exemple, si on veut faire des tramways, si on veut faire des transports en commun, il faut plusieurs années. Il faut d'abord faire des réunions avec plusieurs villes pour décider est-ce qu'on fait un tramway ou pas, dans quelle rue on passe. Donc il faut des années de voilà. Puis après, ça, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le tracé, quelles sont les machines qu'on va acheter. Et si tout le monde sait que dans 4 ans, il n'y a plus d'argent, eh bien, on ne crée aucune dynamique sur les transports en commun. C'est pareil dans l'agriculture. Un paysan, pour changer ses pratiques, il a besoin d'un financement pérenne. On sait très bien, on connaît tous des paysans qui ont changé leurs pratiques, qui mettent plus du tout de produits chimiques, qui font des économies sur les produits chimiques et qui, avec ça, font de la masse salariale. Leur sol, petit à petit, a retrouvé sa fécondité, l'humus s'est développé. Mais pendant 2 ou 3 ans ou 4 ans, il faut des aides financières. Parce qu'au début, c'est moins rentable. Au début, la terre est moins féconde parce qu'on a mis tellement de produits chimiques, il lui faut 2, 3, 4 années, 5 années pour retrouver sa fécondité. Et donc, s'il n'y a pas des aides financières sérieuses et solides, un agriculteur ne va pas se lancer dans cette transformation. Donc, voilà pourquoi le Parlement européen, et en particulier tous ceux qui se réveillent la nuit à cause du problème climatique et de la biodiversité, veulent des financements pérennes. On ne peut pas juste avoir pendant 3 ans avec très peu sur le climat. Et ça tombe bien, Arnaud Schwartz nous rejoint. Bienvenue Arnaud. Arnaud, donc président de France Nature Environnement. Je rappelle aussi pour les internautes qui nous rejoindraient en cours de direct que nous sommes donc en liaison avec le Parlement européen et Pierre Larouturou, député européen Nouvelle Donne, rapporteur général du budget, le budget qui sera voté d'ici quelques jours, quelques semaines maximum. C'est un moment décisif pour l'Europe. Et Pierre, en tant que rapporteur du budget, a décidé d'entamer une action peu banale, à savoir une grève de la faim, afin de faire le plus pression possible en faveur d'une taxe sur les transactions financières. Et pour continuer à en parler, nous accueillons donc Arnaud Schwartz, après Adélaïde Charlier et Philippe Gueluc. Arnaud, justement sur ce volet climatique et donc l'enjeu d'une taxe sur les transactions financières pour répondre à l'urgence climatique. Il y a souvent la perspective de 2030 qui est donnée. Ici, on parle d'un budget aussi qui nous emmènerait jusqu'en 2027. Donc voilà un peu tout cet enjeu pour répondre à l'urgence climatique.
Et bienvenue et merci. Bonjour. Oui, bon, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. 2030, autant se le dire, c'est demain. Et c'est aujourd'hui, c'est que tous les 7 ans que les grandes lignes financières de l'Union européenne se décident. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il faut activer ce levier-là de la taxe sur les transactions financières. On en parle depuis une vingtaine d'années, il n'y a toujours rien qui s'est fait. C'est le secteur des activités économiques, finalement, tel un vortex, aspire l'essentiel des moyens économiques de cette planète. Il grandit sans fin, et il ne veut pas contribuer. C'est le seul qui ne contribuerait pas, alors même qu'on a des défis énormes à relever du point de vue social et environnemental. Les inégalités sociales vont croissantes et les problématiques environnementales explosent aux yeux de tout le monde. Il est temps de mettre à contribution ce secteur financier. La taxe qui est demandée, que l'Union européenne pourrait mettre en place, est très très modeste, 0,1%. Et les ressources, du vrai argent qu'on pourrait obtenir grâce à elle chaque année, ça serait là pour amorcer des politiques structurelles, telles que Pierre l'a évoqué à l'instant. C'est des choses qui doivent, dans la durée, faire l'objet d'investissements, de transformation de notre société. On ne peut pas se contenter d'entendre nos dirigeants dans les différents pays européens ou dans des entreprises nous dire « il faut de l'argent là à très court terme » face à la crise sanitaire et économique présente pour relancer. On ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas relancer à l'identique. On ne va pas y arriver. Sinon, les scientifiques nous le disaient déjà avant que de toute façon, il fallait des changements structurels. Donc des changements de fond. Et pour y arriver, il y a différents outils qui sont utiles, dont cette taxe sur les transactions financières. Et c'est maintenant qu'on a l'occasion de la mettre en place. Donc poussons toutes et tous ensemble. Pierre, par rapport à ça ? On est complètement d'accord. Je pense que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on se connaît avec Arnaud Schwartz. Il est un de ceux qui nous avait fait venir avec Jean Jouzel, le grand climatologue, il y a 3 ans peut-être, devant le Comité économique et social européen. Et l'ensemble du Comité économique et social européen, donc Arnaud était un représentant des grandes ONG, puisque France Nature Environnement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'associations qui se battent au quotidien pour la biodiversité, pour la protection de la terre, pour la protection de l'eau, pour la protection des insectes. Donc Arnaud était membre déjà du Comité économique et social européen, et avec d'autres qui nous avaient fait venir, et on avait eu un soutien de l'ensemble du Comité économique et social pour dire oui, il est temps de trouver des moyens nouveaux pour aider le climat, pour agir pour le climat et la biodiversité. Oui, l'argent de la Banque centrale peut être utilisé autrement. Donc, ça fait 3 ou 4 ans qu'on se rencontre avec Arnaud et on se rend compte qu'on est de plus en plus d'accord, chacun son rôle. Moi, depuis 1 an, je suis député, ça peut arriver à tout le monde. Arnaud, pour le moment, n'est pas député, mais il est responsable d'une très grande association. Et en tout cas, il faut qu'on agisse ensemble, évidemment. Voilà, les lobbies bancaires, les lobbies des grandes entreprises pétrolières sont tellement puissants qu'il faut vraiment qu'on arrive à créer un lobby citoyen puissant, que ceux qui sont d'accord, moi je suis très heureux parce que je travaille avec des députés de 5 groupes politiques. On n'est pas d'accord sur tout, mais sur le climat et sur l'emploi, on est d'accord. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse des coalitions très larges et on est chacun son rôle. Une association et un député, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'il faut que si on est dans un moment crucial, et comme l'a dit Arnaud, c'est une fois tous les 7 ans au niveau européen qu'on change les règles du jeu. C'est une fois tous les 7 ans qu'on décide est-ce que oui ou non, on met de l'argent pour les hôpitaux, on met de l'argent pour la recherche, on met de l'argent pour le climat. Et on est dans un moment crucial. Et donc je suis très heureux que Arnaud soit là pour dire qu'il partage ce combat que FNE porte depuis longtemps. Exactement. C'est ça qui m'a convaincu aussi de participer aujourd'hui. C'est que le sujet, on le porte depuis longtemps avec d'autres organisations de la société civile, alors, dans le champ du social, de l'environnement, mais aussi, c'est vrai, tu le cites, je représente France Nature Environnement au Comité économique social européen, et c'est pareil au niveau national avec des acteurs du monde des syndicats, voire même du monde des employeurs. Nous disons qu'il faut ce type d'outils qui soit mis en place. Et ton initiative, ce qu'elle a d'intéressante aussi, c'est qu'elle est transpartisane. Parce que, évidemment, une organisation comme la nôtre n'a pas vocation à soutenir un parti politique ou un autre, mais elle est là pour soutenir des idées dans la durée, quelles que soient les personnes qui se succèdent les unes après les autres aux responsabilités. Nous sommes là pour l'intérêt général, pour les générations présentes et les générations futures, ici et ailleurs, parce que c'est bien des enjeux planétaires auxquels on a à faire face, et c'est un monde vivable que nous défendons toutes et tous ensemble.
Merci beaucoup, Arnaud. Complètement d'accord. Je ne sais pas si on voit les photos derrière moi. Il y a des députés de 5 groupes politiques qui ont pris la photo pour dire nous voulons 50 milliards de plus. Voilà. Je suis rapporteur du budget, c'est-à-dire que le Parlement, chaque année, il y a un homme ou une femme, un ou une députée qui est responsable du budget. Cette année, c'est moi. L'an dernier, c'était une femme de la droite allemande. Et donc, c'est au nom de tout le Parlement. La grève de la faim, je n'ai pas demandé un vote unanime, mais c'est les solutions que je propose, le combat que je porte, c'est l'ensemble du Parlement et de beaucoup d'ONG et d'associations et de syndicats européens. Donc en effet, on voit bien les différentes figures politiques qui se trouvent derrière toi. J'en profite d'ailleurs pour féliciter et remercier toute l'équipe technique qui est à la barre de ce live dans des conditions si particulières, puisque là on est sur un plateau en régie, et puis il y a cette liaison à distance avec le Parlement européen, et la liaison à distance aussi avec nos invités. Alors Arnaud, on a cité ton mantra tout à l'heure en compagnie de Philippe Gueluc, maintenant ou jamais, c'est le moment ou jamais. Qu'as-tu envie de laisser comme message avant de te saluer, Arnaud? Ce que je veux dire aussi, c'est que cet argent issu de la finance, le monde de la finance qui a tendance, c'est prouvé scientifiquement depuis des années, à accroître les inégalités sociales, à aggraver les dégradations environnementales, cet argent, il peut servir dans l'économie réelle, dans la vraie vie, la vie de monsieur, madame, tout le monde, vous, moi, tout le monde. C'est des sommes qu'on va pouvoir investir dans des emplois réels, dans du concret, dans notre avenir. Allons-y, créons cette taxe. Monsieur Macron, madame Merkel, vous, toutes les dirigeantes et tous les dirigeants des pays de l'Union européenne, allez-y, créez cette taxe. Merci beaucoup, Arnaud Schwartz. Et effectivement, cet appel aussi à sortir, à en finir avec ce double discours qui, à la fois en public, se montre plutôt favorable, et puis en interne, finalement, on se rend compte que ça bloque. D'ailleurs, et ça, c'est tout le pari, Pierre, c'est qu'on va essayer d'avoir le président Emmanuel Macron en live avec nous d'ici le 2 novembre. On espère, on verra. D'ici le 6 novembre. La négo finit le... Pardon Pierre, la négociation doit finir d'ici le 6 novembre. Le 6 novembre, oui, tout à fait. Ça peut finir demain. Ça peut finir demain, comme ça, a priori, on a jusqu'au 6 novembre. C'est ça. Et nous, on sera en direct, en tout cas, jusqu'au 2 novembre. Ça, c'est sûr. En direct, d'ailleurs, et donc ça permet aux internautes de poser leurs questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur les différents médias partenaires. Il y a Monsieur Mondialisation, il y a le JTR, il y a le Billet Vert, il y a bien entendu les réseaux de Pierre, il y a Tout va bien aussi, un nouveau média belge. Et alors, je lis une question de Bobby Breton, de son nom de scène. Comment faire apparaître cet important dossier du budget européen dans nos journaux TV, actuellement embolisés par les blabla anxiogènes? Ah là là. Je n'ai pas entendu, Pierre. En gros, une question d'un internaute qui demande... Tu peux répéter la question? Certainement. Une question d'un internaute qui demande comment faire en sorte que tous ces débats, toutes ces discussions occupent davantage de place au niveau des médias. Mais avec le virus, évidemment, ce n'est pas facile. Hein. Dans tous nos pays, dans toutes nos familles, on se demande qui c'est qui a chopé le virus, qui c'est qui... Voilà. Donc la question du virus écrase un peu tout, ça peut se comprendre. Mais en même temps, si on a décidé de faire cette action, c'est parce qu'on a, je le répète, il n'y a plus que 15 jours pour décider. La négociation doit finir dans 15 jours au plus tard pour décider le cadre pour les 7 prochaines années. Donc concrètement, chacun de vous peut en parler à ses amis. Vous pouvez peut-être aller sur mon compte Twitter. Il y a aussi des ONG, il y a des associations qui font campagne en ce moment pour la taxe sur la spéculation. Encore hier, j'ai sorti sur Twitter et sur Facebook une petite vidéo, plusieurs 3 minutes, c'est facile à voir. Elle est dans plusieurs langues. Donc, vous pouvez aller sur Twitter, sur Facebook, diffuser. Il y a 2 ans, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer l'idée de la Banque du climat. Et chacun avait diffusé, tous ceux qui avaient trouvé ça une bonne idée, l'avaient diffusé à leurs copains, à leurs copines, sur leur page, voilà. Et il y a eu 5 500 000 personnes qui ont vu la vidéo, 5 500 000. Et 2 mois plus tard, Emmanuel Macron disait que la Banque du climat était une priorité. Voilà. Alors qu'avant, quand on parlait de la Banque du climat avec Jean Jouzel ou Anne Essel, on nous prenait pour des rigolos. Et quand on a bien argumenté, c'était juste 1 minute et demie, et qu'il y a 5 500 000 personnes qui ont vu la vidéo, c'est marrant, mais Emmanuel Macron a trouvé que c'était une bonne idée. Et tant mieux. Peut-être que lui aussi a vu la vidéo, que ses proches lui ont envoyé. Donc vraiment, ce n'est pas parce que c'est moi, je n'aime pas du tout me mettre en avant. Quand j'ai lancé le débat sur le temps de travail en France, j'avais une phrase dans mon agenda, il faut vaincre nos timidités. Au début, je refusais de voir des journalistes. Les députés me disaient, mais allez-y, c'est vous qui avez les arguments. Mais au début, je refusais. Voilà, je n'ai pas envie de me mettre en avant. Mais là, je fais le job. Je suis rapporteur du budget.
Ça fait 6 mois que je bosse l'argumentaire. Donc, si vous pouvez relayer les vidéos sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, il faut que partout, Mme Merkel en entende parler et qu'Emmanuel Macron soit obligé de bouger. Voilà, et puis, pardon, vous et pouvez faire vos propres vidéos. Pardon. Le plus important, c'est que vous pouvez faire vos propres vidéos. Moi, je me souviens d'une vidéo très efficace. C'était sur le Nutella. Un gars que je ne connais pas, pour 3 €, il avait pris un pot de Nutella, il l'a mis à l'avant de la voiture sous le soleil, et il avait filmé, et on avait vu l'huile, la quantité d'huile, et il y a eu des dizaines de millions de gens qui ont vu cette vidéo. Donc peut-être que mes vidéos sont efficaces. Donc oui, vous avez le droit de diffuser mes vidéos, mais peut-être que vous allez faire une vidéo qui va être beaucoup plus punchy. Moi, je suis dans la bulle, peut-être que je suis trop techno, peut-être que je parle trop vite, voilà. Donc si ça se trouve, c'est l'une ou l'un de vous qui va avoir une idée en buvant un café avec un copain à distance, voilà. Et peut-être que c'est votre vidéo qui va faire le plus de buzz. Je le pense vraiment. Hein. Nous, on connaît bien l'argumentaire, mais il y a des fois, c'est pas en ayant 50 chiffres qu'on est le plus convaincant. Donc dites-vous, si vous êtes convaincu, peut-être que le Pierrot, il parle trop vite, mais si vous êtes d'accord au moins à 90%, comme on dit ici, à 90%, dites-vous, moi, je fais une petite vidéo. Peut-être que je peux diffuser les vidéos de Pierre et de son équipe, mais moi aussi, je fais une vidéo dans les 2 jours qui viennent et je la diffuse et j'interpelle Merkel et Macron. Et puis, vous allez sur le site où c'est en 2 minutes, vous pouvez interpeller Emmanuel Macron, Angela Merkel, suivant le pays dans lequel vous êtes. C'est donc aussi un appel à la créativité des personnes qui nous suivent et de créativité, et puis un peu, comme toi aussi, d'humilité. L'invité qui vient de nous rejoindre et qu'on accueille avec grand plaisir, il n'en manque pas, c'est Jean-Pascal Van Ypersee, le climatologue, ancien vice-président du GIEC. Bonjour Jean-Pascal, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette motivation, cette envie? On sait que ça fait un moment que vous suivez à la fois Pierre et puis que vous militez aussi pour cette taxe sur les transactions financières. Pourquoi aujourd'hui c'était important pour vous d'être parmi nous et de soutenir à la fois le message et l'action de Pierre? Mais je vais d'abord utiliser un argument climatologique. Le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. On sait que le problème auquel on fait face, c'est un problème d'accumulation du CO2 qui épaissit la couche d'isolant thermique autour de la Terre. Et si nous n'arrivons pas à stopper très rapidement cet épaississement de la couche d'isolant thermique, nous allons tous étouffer en dessous de cette couche d'isolant, que ce soit les humains, que ce soit les écosystèmes. On commence déjà à voir les premiers effets. Vous voyez le glacier qui est derrière moi, c'est la mer de glace près de Chamonix, qui n'arrête pas de reculer. Ce sont les incendies de forêt dans le monde entier, au Colorado, aux États-Unis, où j'ai fait ma thèse de doctorat. Jusqu'il y a quelques heures, il y avait de terribles incendies de forêt. Jamais il n'avait vu d'incendies de forêt aussi tard dans la saison. C'est évidemment favorisé par la sécheresse. Et savoir que le budget européen va être décidé pour une période de 7 ans dans les 10 jours qui viennent ou dans la semaine qui vient, c'est très préoccupant pour les climatologues, pour tous ceux qui sont préoccupés par l'évolution du climat. On sait aussi que l'argent est le nerf de la guerre et que pour réaliser cette neutralité carbone que l'Union européenne a annoncée dans ses discours, sans avoir encore pris toutes les mesures nécessaires pour arriver à cet objectif, ça va demander des moyens. On sait que les moyens financiers vont être très sollicités dans les mois et les années qui viennent par la crise de la Covid et par toute une série d'autres besoins en compétition avec le besoin de protéger le climat et l'environnement. Et donc trouver des manières nouvelles de trouver de l'argent pour financer les politiques climatiques, pour financer aussi la recherche dans le domaine de l'environnement, c'est indispensable. Alors comme Pierre Laroutourou le dit, et c'est remarquable parce que je ne suis dans aucun parti politique et je ne soutiens pas un parti politique en particulier, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, le dire de manière transpartisane, avec tant d'alliés dans tellement de partis, que taxer un petit peu ceux qui ne payent presque pas ou qui ne payent pas jusqu'à présent dans le monde financier, les transactions financières, si ça permet réellement de collecter des dizaines de milliards d'euros par an de manière quasiment indolore, eh bien alors il faut le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, puisque si je comprends bien ce que Pierre Laroutourou m'a expliqué en long et en large et a expliqué en long et en large, si on ne le fait pas maintenant, c'est une occasion qui va être perdue pour les 7 ans qui viennent. Et donc, il y a urgence. Il y a urgence climatique, mais il y a aussi urgence à décider
de mettre en place cette faible taxation sur les transactions financières. Tout à fait. Pierre, par rapport à ce témoignage de Jean-Pascal, qui nous invite, en plus dans son décor, à prendre de la hauteur, hein, il y a quelque chose de spatial, Jean-Pascal. Voilà, Pierre, par rapport à ce témoignage. Non, c'est juste que je pense qu'il est temps, comme le dit Greta Thunberg, d'écouter vraiment les scientifiques. Parce qu'il y a 30 ans, quand ils faisaient leurs premières prévisions, le GIEC a été créé de mémoire il y a 32 ou 33 ans, je suis fatigué, mais les premiers rapports du GIEC, alors que leurs ordinateurs étaient quand même moins efficaces que maintenant, mais ce qui se passe aujourd'hui en 2020, c'est quand même très proche de ce qu'ils annonçaient pour 2020, ou c'est même un peu pire. Donc ceux qui disent les scientifiques sont trop pessimistes, ou peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas, mais juste ce qu'ils disent les 20 pages du résumé pour décideurs. Je ne vais pas vous faire croire que j'ai lu tous les rapports du GIEC, mais c'est tellement clair, c'est tellement évident, et le problème est plutôt en train de s'aggraver. Ils veulent être tellement sûrs que tout ce qu'ils disent est sûr à 100%, qu'ils veulent que tout soit vérifié. Donc peut-être même que les accélérations des dernières années, on les sous-estime. Et Jean-Pascal vient de le dire, les feux de forêt qu'on a en ce moment sont absolument dramatiques. Et même quand l'économie est à l'arrêt à cause de la crise et du Covid-19, les feux de forêt font que 2020 va être la pire année ou une des pires années pour l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Et donc c'est des cercles vicieux qui s'accélèrent. Le dérèglement climatique fait des feux de forêt, les feux de forêt fait du CO2 qui accélère le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique fait fondre la glace, et donc on sait tous qu'une surface blanche, elle renvoie la lumière et la chaleur, mais que si la glace fond, que ce soit, Jean-Pascal est allé au sommet du Mont Blanc cet été, on a vu une photo magnifique où il était, et il a eu peur de voir comment les glaciers ont fondu, que ce soit dans mon coin des Pyrénées, le Vignemale, il y a 30 ans, 20 ans, j'avais fait le Vignemale, il y avait un énorme glacier, et je l'ai fait il y a 3 ans avec un de mes fistons, il n'y avait plus de glacier quasiment, c'est sinistre. Donc quand il y a de moins en moins, et si je ne vous parle pas du pôle Nord et du pôle Sud, où l'importance de la glace est encore plus importante, pardon. Mais donc si le réchauffement climatique fait fondre la glace, il y a de moins en moins de surface blanche pour envoyer la chaleur, donc l'eau se réchauffe encore plus, donc on voit bien l'accélération. Donc, il est urgent d'agir, il faut casser. Et pour faire face à la Covid-19, pour faire face à la crise économique, les chefs d'État ont été capables de décisions historiques. Ils ont été capables de casser les tabous parce qu'ils ont compris qu'on allait vers un drame sanitaire, ils ont compris qu'on allait vers un effondrement économique. Donc, est-ce qu'ils peuvent comprendre que sur le climat, ça va un peu plus lentement, mais que quand ce sera foutu, ce sera foutu. Quand j'étais petit, je faisais parfois du toboggan, comme 6 millions de gens, c'est pas très original. Il y avait des toboggans à 2 pentes. Au début, si on a la trouille, on peut encore s'arrêter et peut-être remonter. Mais il y a un moment où le toboggan accélère et là, même si on a vraiment la trouille, on ne peut plus rien faire. Et bien pour le dérèglement climatique, c'est pareil. Il y a un moment où ça va lentement et puis là, ces cercles vicieux, ces boucles de rétroaction, comme disent les scientifiques, accélèrent et dans quelques années, ce sera foutu. On ne va pas entendre, il n'y a pas un jour où on va entendre un gros craquement. En fait, on entend des craquements, on voit des images horribles. Derrière moi, j'ai le visage d'une infirmière, j'ai une maison qui est en train de brûler et la soupe populaire, c'est pour montrer les 3 crises, la crise sanitaire, la crise climatique, la crise sociale. Il faut qu'on trouve des solutions aux 3 et bonne nouvelle, on peut répondre aux 3. Mais donc sur la question du climat, je suis absolument sûr, quand je parle avec Jean-Pascal Van Ypersel, quand je parle avec Jean Jouzel à Paris, voilà, ils sont tous, quand j'étais avec Hervé Le Treut à Madrid au sommet climat, ils sont tous de plus en plus pessimistes. Et Hervé Le Treut, qui est le chef des climatologues français, me dit que la seule chose qui le rendait optimiste, je l'avais dit à Adélaïde, c'était les mouvements de jeunes. Hervé Le Treut et Jean Jouzel, on avait dîné à Madrid en marge du sommet sur le climat, de façon frugale et sans manger trop de viande, mais ils avaient dit tous les deux qu'ils étaient super pessimistes, vraiment super pessimistes. La seule chose qui les rendait optimistes, c'était le fait que les jeunes avaient mis la société en mouvement et que le discours de Ursula von der Leyen disait que l'Europe allait faire du climat sa priorité. Et effectivement, à Madrid, tout le monde avait les yeux qui se tournaient vers l'Europe. Les gens disaient Donald Trump, il n'en a rien à foutre, mais c'est l'Europe qui va montrer que pour de vrai, on peut gagner la bataille du climat et vivre bien. On peut créer la bataille du climat et créer des emplois, respirer un air plus pur, avoir une alimentation plus saine. Donc, j'étais encore à Madrid une fois où Mme von der Leyen a fait un discours. Les gens la regardaient, c'était putain, c'est génial. L'Europe va faire les choses en grand pour de vrai. Et au bout d'un an de réflexion, si finalement l'Europe ne met pas l'argent, si finalement au bout d'un an de réflexion on dit ben non, désolé, on ne pourra pas, c'est pire que tout. C'est pire que Donald Trump. C'est désespérant. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se batte et qu'on dise qu'il y a des solutions et que c'est une bonne nouvelle. Oui, comme l'a dit Jean-Pascal, ça ne va pas leur faire très mal aux banquiers, 0,01% sur les produits dérivés. Il n'y a que ceux qui spéculent comme des cochons en envoyant 500 ordres dans la même heure qui vont avoir mal et peut-être que eux, la spéculation, le trading à haute fréquence va peut-être diminuer. Mais sinon, ceux qui ont une gestion de père de famille, ceux qui achètent une action tous les 5 ans et qui la gardent pendant longtemps, on va leur demander 0,1%, ils ne verront pas la différence. Donc c'est un petit coup de rabot sur chaque
vente d'actions. Sur chaque vente de produits dérivés, on prend 0,1 pour les actions, 0,01 pour les produits dérivés. C'est un tout petit truc, mais à la fin de l'année, ça fait 50 milliards. Et avec 50 milliards, ça ne réglera pas tout, mais on peut aider beaucoup d'hôpitaux, on peut aider beaucoup de petites entreprises en difficulté, on peut mettre le paquet, isoler des millions de maisons. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on se bat. Et vraiment, je pense qu'on a je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, on a de très, très bons arguments. Je suis rapporteur général du budget. On a réussi avec quelques amis à créer un consensus. Il y a 2 semaines, c'est 70% des députés, 70%, à part l'extrême droite et quelques ultralibéraux, tout le monde est d'accord. On a travaillé malgré le virus, on a échangé des arguments. Plus de 70% des députés, toutes familles confondues, Jean-Pascal a dit, c'est important de montrer qu'on rassemble très largement, sont d'accord. L'autre jour, j'ai eu 1 heure de rendez-vous avec le directeur général du budget à la commission. Pourtant, ce n'est pas du tout un homme de ma famille politique. Il y a 6 mois, on s'était engueulé sur les questions sociales. Et là, au bout d'1 heure, il m'a dit, vous avez vraiment de bons arguments. Il faut aller voir le commissaire européen sur cette question, ou au moins, je vous trouve très vite un rendez-vous avec le directeur général sur cette question. Et le lendemain, en 24 heures, j'avais rendez-vous avec le directeur général de Tax Sud, c'est-à-dire le service qui s'occupe des questions de fiscalité. Et au bout d'1 heure, le directeur général prenait des photos de mes graphiques pour le montrer à son commissaire européen. Donc oui, on a de bons arguments. Donc il faut qu'on impose cette idée dans le débat public. Et il y en a marre que le lobby financier empêche d'avancer. Je comprends, on a besoin de banquiers. Mon but n'est pas de tuer les banquiers. Je suis d'un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne, qui s'inspire de Roosevelt. Roosevelt n'a pas tué les banquiers, mais il a fait un impôt sur les milliardaires, il a fait un impôt sur les profits des grandes entreprises, et Roosevelt a été capable de créer des millions d'emplois, et il n'a pas tué les banquiers, mais il a mis les banques au service du bien commun. Et je pense qu'il ne faut pas tuer les marchés financiers, ni tuer les banquiers, mais qu'on peut demander, je pense qu'on peut demander un petit effort aux marchés financiers qui ne vont pas en mourir. Et comme l'a dit tout à l'heure Arnaud Schwartz, on va prendre 50 milliards à la bulle spéculative pour les mettre dans l'économie réelle. On va embaucher du monde dans les transports en commun, on va créer des emplois dans le bâtiment, on va créer des emplois dans l'agriculture. J'ai un copain qui est paysan, il ne met quasiment plus 1 euro dans les produits chimiques, dans les phytosanitaires, dans les engrais. Mais avec l'économie qu'il a fait sur les produits chimiques, il a créé un emploi, il a fait de la masse salariale. Mais au début, il avait besoin d'une aide pour que ce soit possible. Donc, encore une fois, même du point de vue bêtement économique, prendre 50 milliards à la spéculation pour créer des emplois utiles, non délocalisables, donner du pouvoir d'achat à des gens qui auraient été au chômage, même du point de vue bêtement économique, c'est comme ça qu'on a convaincu une partie des gens qui étaient hostiles à cette idée il y a 3 ou 4 ans. En Belgique, on a 2 responsables politiques de top niveau, Guy Verhofstadt, qui était Premier ministre, et Johan van Overveld, qui était ministre des Finances. Ils avaient bloqué la TTF il y a 5 ans, ils avaient bloqué. Et maintenant, Guy Verhofstadt est en photo derrière moi. Et encore hier, à la télévision, Johan, l'ancien ministre des Finances, disait qu'il avait changé d'avis. Il y a 5 ans, il était hostile, mais que cette taxe sur les transactions financières, qui taxe tous les produits, il était d'accord. Donc, je ne suis peut-être pas clair, je commence à être un peu fatigué. Je parle depuis ce matin, j'ai encore des réserves, hein, c'est mon premier jour de grève de la faim, mais je cause, et puis un peu de stress, vous l'imaginez, d'expliquer ça devant la commission des budgets, mais vraiment, que chacun de vous se dise, je peux faire ma part du job. Ne vous dites pas, c'est bien, le Pierrot, il est sympa, il a de bons arguments, il va... Non. Dites-vous, OK, je pense qu'il a raison, ce n'est pas la baguette magique, mais il faut qu'on gagne la bataille. Chacun de nous peut prendre quelques minutes, tous les jours, pour diffuser des vidéos, pour faire votre propre vidéo, pour interpeller votre Premier ministre, votre chef d'État, Merkel, Macron, j'ai oublié comment s'appelle le nouveau Premier ministre belge, je vais m'excuser, qu'on les interpelle, qu'ils n'aient pas le choix, ils doivent répondre. Et c'est un débat public, ce sera très difficile pour eux de dire « je préfère protéger les traders et tant pis pour le climat. Je préfère protéger les banquiers et tant pis pour l'hôpital. » Si on a un débat public, ce sera très compliqué pour eux. Donc il faut que le débat sorte. Si la négociation reste au troisième sous-sol du Berlaymont, le Parlement va se faire écraser. Il faut que le débat soit à l'air libre. On dit que les vampires ont peur de la lumière et les lobbies financiers ont peur qu'on ait un débat public. Si je peux ajouter un mot, Pierre, de toute façon, pour protéger l'économie sur le long terme, il faut protéger le climat. C'est un investissement dans le long terme. Il n'y a pas de business sur une planète morte, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Si on laisse le climat se dégrader, se dérégler complètement, l'activité économique va en pâtir lourdement, hein, tout comme si on laisse le virus se répartir, se distribuer partout, on voit l'économie qui en souffre aussi. Donc, c'est un investissement dans l'avenir aussi, c'est un investissement dans le maintien de l'habitabilité de la seule planète habitable du système solaire. Hein. Il faudrait tout de même de temps en temps se souvenir de quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est celui-là. Hein. La Terre, elle est juste à la bonne distance du Soleil. Il n'est pas trop près comme Vénus, hein, plus 500 degrés Celsius. Il n'est pas trop loin comme Jupiter ou Saturne, moins 200 degrés Celsius. On est juste à la bonne distance. On a une atmosphère qui nous protège de toute une série de menaces spatiales.
on a tout intérêt, et quand je dis tout intérêt, c'est tout le monde a tout intérêt. Les financiers, les acteurs économiques, les politiques, les citoyens ont tous intérêt à garder cette petite planète habitable. Et donc, si en collectant quelques fractions de pourcents sur les transactions financières, on peut, à l'échelle de l'Europe, aller dans la bonne direction, ben, il faut le faire. Jean-Pascal, encore merci pour ta participation à ce live. Avant de te saluer, une dernière petite question. Je pense et j'espère que je ne trahis pas ton propos, que tu as déclaré il n'y a pas très longtemps, la crise pourrait ou devrait servir à une révolution. Quelle est cette révolution à laquelle la crise pourrait servir? C'est une révolution au sens latin du mot. Revolvere en latin, ça veut dire changer de direction, ça veut dire tourner. Je pense qu'il faut vraiment faire un virage à 180 degrés dans bien des domaines par rapport à ce que nous faisons. Parce que si on continue à aller dans la direction dans laquelle nous allons tout simplement dans le mur. Et donc, il faut absolument pousser sur la pédale de frein et changer de direction pour quitter les énergies fossiles le plus vite possible, aller vers les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique maximale, une diminution de la consommation dans tout ce qui n'est pas indispensable à la vie sur Terre. Et c'est ça la révolution à laquelle j'appelle. C'est une révolution mentale aussi, parce que ça veut dire qu'il faut ouvrir les murs, il faut casser les silos, il faut sortir des tiroirs dans lesquels les idées sont souvent rangées les unes à côté des autres sans se parler. Et il faut effectivement, comme Pierre Larouturou l'a dit, lier les questions environnementales, les questions sociales, les questions économiques. C'est ça le développement durable aussi, hein, le respect des objectifs de développement durable, c'est aussi révolutionnaire en quelque sorte, puisqu'on accepte de mettre sur la même table et de considérer ensemble le problème de l'élimination de la pauvreté, l'élimination de la faim, l'éducation pour tous, la santé pour tous, la protection de la biodiversité, la protection du climat, et en veillant à essayer d'atteindre l'ensemble de ces objectifs de développement durable, eh bien, on peut construire une vie meilleure pour tout le monde à la surface de la planète. Merci beaucoup, Jean-Pascal Van Ypersel, d'avoir été des nôtres. Avec plaisir. Merci, Jean-Pascal. Voilà, et alors, merci Pierre, un petit peu dans le prolongement, et je rappelle qu'on est toujours donc en direct sur différentes pages, différents médias, le JTR, le Billet Vert, Tout va bien, Monsieur Mondialisation, les réseaux sociaux de Pierre, aussi sur Twitter. Donc merci à tous et tous de nous suivre et de réagir aussi. Ça va un petit peu dans le prolongement de ce que Jean-Pascal disait, casser finalement, bousculer les codes, bousculer les systèmes, les repères, se réinventer. Et alors là, une question d'un internaute un petit peu plus provocatrice peut-être. Cette écologie qui veut infléchir le système plutôt que d'en sortir, est-elle suffisamment radicale ou n'est-elle finalement que le paravent derrière le capitalisme peut continuer son œuvre? Question de Jean-François sur le Billet Vert. Pierre, par rapport à cette question? Je crois que ce qu'on veut, c'est changer le système, le tordre. Ce que dit Jean-Pascal Van Ypersel, donc un très très grand climatologue, il vient de dire qu'il faut faire un virage à 180 degrés. Donc certains pensent que c'est par la révolution, certains voudraient qu'on change radicalement de modèle en quelques jours. Moi, mon but, la révolution, c'est compliqué, on ne sait pas comment on la déclenche, on ne sait pas où est-ce qu'on atterrit. Voilà. Donc moi, mon but, c'est, en tout cas là, depuis un an, je suis député, c'est d'utiliser, donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un levier et je changerai la course des planètes. Dire qu'on peut changer, il faut mettre en place un modèle post-capitaliste. Le capitalisme nous amène à la catastrophe. Je viens de sortir un livre où je cite Michel Rocard qui dit que le capitalisme nous amène à un suicide à moyen terme de l'humanité. Si l'objectif, si ce qui guide la société, c'est le capitalisme, c'est la recherche du profit pour les actionnaires, on va vers le mur, on va vers la catastrophe. Par contre, moi, je pense qu'une économie qui marche bien, c'est plutôt utile. J'essaye de ne plus jamais prendre la voiture. J'ai un vélo à Bruxelles, je fais le Vélib à Paris comme des millions de gens. Je ne prends jamais l'avion dans ma vie personnelle et la voiture, c'est juste pour les vacances. Je préfère que le moteur fonctionne bien. Mais ce n'est pas le moteur qui dit où on va. Voilà. Et donc, je préfère que l'économie fonctionne, mais ce n'est pas l'économie qui doit dire où on va. Et donc, il faut réguler très fortement le système parce qu'on doit stopper les investissements fossiles. On doit avoir une efficacité, c'est de la frugalité.
Là, j'ai mis une belle chemise parce que je suis au Parlement. Mais hier, je travaillais chez moi, j'avais une chemise élimée et je m'en fous. Si chacun de nous jette ses chemises ou jette ses robes ou jette ses pantalons dès qu'ils sont un peu élimés, on a une consommation d'énergie et d'eau qui est monstrueuse. Donc, c'est d'abord des changements personnels, manger moins de viande, avoir d'autres pratiques vestimentaires, ne pas acheter de nouvel iPhone parce que l'ancien, on a déjà des points. Donc, lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà. Donc, changer nos comportements perso, mais il y a aussi besoin d'une révolution collective. Jean-Pascal disait d'un changement à 180 degrés. Dans mon coin des Pyrénées, ceux qui ont un boulot, ils doivent prendre la voiture. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas d'Internet haut débit, donc le travail à distance n'est pas possible. Donc je comprends très bien les Gilets jaunes et qu'on dit attendez, on n'a pas 1 euro d'économie, on gagne 800 euros, 1000 euros, 1200 par mois, vous nous augmentez le prix de l'essence alors que de toute façon on est obligé de prendre la voiture. Donc je pense qu'il faut donc ces gens-là, ces copains des Pyrénées, ils ont compris le problème climatique. Hein. Ils voient qu'il y a des sources qui avant étaient abondantes et qui maintenant sont taries après le mois d'août. Ils voient qu'il y a des glaciers qui ont fondu. Ils voient qu'il y a des paysans qui n'ont plus d'herbe pour leurs vaches. Donc, ils ne sont pas stupides. Ils voient le problème climatique. Mais ils disent, ce n'est pas à nous de payer l'addition. 30% des Français n'ont pas 1 euro d'économie. Donc, il faut qu'on soit capable d'un changement collectif, sortir d'un système capitaliste qui amène à une violence sociale de plus en plus forte, à une exploitation de la planète monstrueuse. Il faut en sortir et à mes yeux, il faut le transformer étape par étape. Et au niveau européen, il y a plein de choses à faire au niveau local, il y a plein de choses à faire dans sa vie perso, il y a plein de choses à faire au niveau régional, au niveau national, mais au niveau européen, c'est une fois tous les 7 ans qu'on peut changer les règles du jeu. Et comme l'a redit Jean-Pascal, comme l'a dit Arnaud, c'est dans les 2 semaines qui viennent que ça se joue. Et je suis très heureux d'accueillir Anne Hessel, qui nous rejoint. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Anne, c'est un vrai bonheur de vous accueillir dans ce live un petit peu particulier entre le Parlement européen et puis un peu là où et finalement un petit peu les salons des gens, hein, ou leur petit chez eux. Il y a eu tout un large volet axé sur le climat. Je suis heureux aussi de vous accueillir, Anne Hessel, en tant que docteur en médecine et en chimie. Ce sera l'un des volets aussi que l'on va pouvoir creuser dans les lives à venir. C'est tout cet aspect santé et à tout niveau, puisqu'ici, l'un des enjeux, c'est aussi le réinvestissement des soins de santé. Anne, pourquoi c'était important pour toi aujourd'hui de témoigner dans ce premier direct ? C'est terriblement important. Je suis Pierre depuis des années. J'ai essayé de prendre le relais de mon père. Stéphane Hessel, pour ne pas le citer. Oui, en apportant son nom et peut-être aussi certaines de ses qualités qu'il m'a transmises. C'est pas rien d'avoir été élevé par un père qui sortait des camps et qui, je crois que c'est Philippe Geluck qui parlait du rire pendant la déportation. Mon père ne nous a pas dit qu'il avait beaucoup ri. Par contre, il nous a beaucoup dit à quel point la poésie avait été un levier important pour lui, pour survivre à la déportation et pour porter ses messages. Vous savez qu'à chaque fois qu'il intervenait, il aimait conclure ou inaugurer ses interventions par un poème. Alors, pardon, nous avons beaucoup parlé du climat ici et nous en parlerons encore beaucoup comme de quelque chose qui va peser très lourdement sur l'économie, sur nos vies, sur l'Europe et probablement sur l'Afrique aussi et sur le reste du monde, quoi qu'en disent certains dirigeants outre-Atlantique. Pour parler du climat, pour parler de la gravité de la situation, gravité dont les intellectuels sont au courant depuis une 50aine d'années. Moi, j'ai connu André Gortz, par exemple, qui parlait déjà du dérèglement climatique dans les années 70 et de l'importance d'avoir une attitude écologique et anticapitaliste, comme vient de le dire Pierre. Pour mesurer la gravité de la crise climatique et la mesurer à la hauteur de notre intelligence, de notre bienveillance, de notre fermeté, à laquelle j'ajouterais notre obstination, je voudrais vous dire un tout petit court poème d'Abdelatif Lahabi qui s'appelle « La coupe » et qui dit comme ça « La coupe est pleine. En voici la composition. Un petit fond de désespoir donnant à la vie cet arrière-goût d'amertume apprécié des vrais connaisseurs. Un tiers de sang,
encore chaud, garantie humain, moins cher que l'eau du robinet. Un tiers de larmes, sucrées, salées, ayant été versées par les yeux les plus doux. 2 doigts de dérision à maintenir au frais, à férocité constante. Un zeste de piment emportant la bouche et un nuage de colère noire. Le tout, sans amuse-gueule, à boire cul sec, absolument seul, imperturbable face au désastre. Alors ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas la menace de la guerre, ce n'est pas la menace de la famine, ce n'est pas la menace du dérèglement climatique. Ce qui change, c'est que nous ne sommes plus imperturbablement seuls. Adélaïde l'a déjà dit, dès le début de cet entretien, la jeunesse est mobilisée, la jeunesse sait que son avenir, qui est devant elle, comme l'avenir de tout un chacun, eh bien c'est un avenir qui risque d'être très sombre s'il n'y a pas un vrai sursaut culturel. Et c'est ce sursaut culturel sur lequel nous pouvons agir, tous, nous, les scientifiques, bien sûr, nous, les médecins, bien sûr, nous, les militants engagés, et puis les nous qui soutiennent des actions aussi à la fois emblématiques que cette grève de la faim de Pierre, mais aussi qui soutiennent cette position qui est la sienne depuis des années, de toujours apporter des solutions quand il parle d'un problème. Et il continue à apporter ces solutions. Il continue avec ce joli petit livre qui vient de sortir aujourd'hui, L'Esprit se révolte, dans lequel il décrit absolument toutes les solutions qu'il expose jour après jour et qu'il défend au Parlement européen, où nous sommes si fiers et si heureux d'avoir permis qu'il siège. Merci beaucoup, Anne, pour ce moment de poésie aussi dans ce direct qui nous ramène aux mots de votre papa, qu'on a cité en tout début d'émission, qui, à travers cette citation partagée avec Edgar Morin, nous voulons contribuer à la formation d'un puissant mouvement citoyen, d'une insurrection des consciences qui puisse engendrer une politique à la hauteur des exigences de l'époque. C'est un peu un fil rouge ici, je pense, qui va sans doute se dégager tout au long de cette bataille, pour employer aussi le mot de Pierre. Pierre, par rapport à ce superbe témoignage, tout en poésie, de Anne Essel. Écoute, c'est un plaisir de militer avec Anne Essel depuis un bon moment. C'était un plaisir de travailler. C'était un très grand ami et un très proche politiquement avec Stéphane Hessel. Et là, on a essayé de reprendre collectivement le flambeau. Et il y a les 2 livres les plus connus de Stéphane Hessel, c'était « Indignez-vous » et « Engagez-vous ». Indignez-vous, il faut se réveiller, il faut dire ce qui est scandaleux au nom de... Parce qu'on croit en l'homme, on ne peut pas accepter que la dignité de l'homme soit bafouée. Ce n'est pas le problème du climat, ce n'est pas la planète. Quand les dinosaures sont morts, la planète s'en est foutue, elle continue à tourner. L'autre jour, Hervé Le Treut, le chef des climatologues français, disait ce qu'on défend, ce n'est pas le climat ou la planète, c'est une façon de vivre ensemble, que tout le monde puisse vivre correctement, que tout le monde ait accès à l'eau, que tout le monde puisse manger, que tout le monde... Voilà. Donc, ce n'est pas ni la planète ni le climat, c'est une façon de vivre ensemble qu'on veut défendre. Et donc, indignez-vous, il y a des choses scandaleuses, les dégâts qu'on fait, qu'on continue, que les lobbies pétroliers continuent à vouloir faire des forages offshore, à continuer à vendre du pétrole. Voilà, indignez-vous et puis engagez-vous. Ne comptez pas sur d'autres pour changer le monde à votre place. Chacun de nous, la phrase de Václav Havel, chacun de nous peut changer le monde, même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde. Voilà, et encore une fois, malgré le virus, on a tous, mais peut-être que ceux qui sont confinés ont un peu plus de temps, faisons campagne sur les réseaux sociaux, mettons une pression intelligente avec des vrais arguments sur les chefs d'État et de gouvernement. Absolument. Même si moi, je garde une certaine méfiance et une inadaptation aux réseaux sociaux, je pense qu'il véhicule le meilleur, mais que parfois il véhicule le pire. On l'a bien vu récemment avec le drame de cet enseignant d'histoire. Mais je pense que nous sommes au bord d'un éveil des consciences. Il devient rare de rencontrer des gens à qui on parle du dérèglement climatique, mais aussi du dérèglement financier, mais aussi de l'accroissement des inégalités, mais aussi de la perte d'une certaine forme de démocratie, sans rencontrer finalement une large adhésion.
Donc nous sommes en progrès de conscience, en tout cas. Voilà, mais il faut que ce progrès se transforme en une victoire politique. Et ça... Il faut qu'on ait une décision. Voilà. Et chez les citoyens, il y a une majorité. En Allemagne, l'autre jour, Greta Thunberg et Adélaïde, qui étaient avec nous au début, ont été reçus pendant 1h30 par Angela Merkel. Et donc, Angela Merkel les a reçus, elle n'était pas obligée, très longuement. Et Adélaïde lui a montré l'enquête qui dit que 82% des Allemands sont favorables à une taxe sur la spéculation. Et la plupart des Allemands comprennent le problème climatique. Mais encore une fois, il y a des lobbies, il y a une inertie des pouvoirs. Les chefs d'État et du gouvernement ont plein de problèmes à régler. Donc le climat, ça peut toujours attendre la semaine prochaine. Le virus est plus urgent. Là, c'est vrai que le virus, Emmanuel Macron et d'autres vont prendre des décisions aujourd'hui peut-être sur le virus. Mais donc on a toujours l'impression que le climat, évidemment, c'est important, mais c'est pour plus tard. Et puis ne soyons pas naïfs, il y a des lobbies financiers monstrueux. Je pense que Total et BNP Paribas en France sont les deux lobbies les plus puissants. J'ai rencontré beaucoup de gens très très sympas depuis plusieurs années que j'ai envie de revoir, mais il y a parmi les porte-paroles du lobby pétrolier, j'ai eu une fois un déjeuner avec 2 personnes, j'avais du mal à rester jusqu'à la fin du déjeuner et je n'ai aucune envie de les revoir, ce niveau de schizophrénie ou ce niveau de cynisme. Donc voilà, il faut qu'il y ait un lobby citoyen. Les députés vont essayer de faire leur job au maximum. On nous met une énorme pression. On a des capitales qui nous disent maintenant il faut qu'on ait un accord, vous arrêtez vos blagues, il faut finir la négociation. Donc il faut qu'il y ait un lobby citoyen. Et les réseaux sociaux sont très importants parce que c'est difficile d'aller parler dans la rue. Il était prévu que le 11 octobre, on pensait faire une très grosse manif avec tous ceux qui travaillent sur le climat en Belgique, avec tous les syndicats européens. On pensait faire une très très grosse manif le 11 octobre à Bruxelles. Et avec le virus, évidemment, on n'a pas pu faire de manif. C'est pour ça que j'insiste sur les réseaux sociaux. Et je le répète, tu le sais comme moi, Anne, on milite depuis longtemps pour cette idée de la Banque du Climat. Mais quand il y a une vidéo qui expliquait la Banque du Climat qui a fait 5 500 000 vues, Emmanuel Macron a trouvé que l'idée était très intéressante. Donc les réseaux sociaux sont une des façons de faire bouger les choses. On peut interpeller les députés, on peut interpeller via le site Internet nos chefs d'État. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, je me permettrai d'ajouter que cette pandémie du coronavirus a débloqué un certain nombre de décisions. Alors, extrêmement faibles encore, extrêmement prudentes, mais enfin, le quoi qu'il en coûte que nous gardons en mémoire était quand même une manière de pouvoir prendre une décision politique, c'est-à-dire une décision extrêmement rapide, qui mette la finance au service, ou l'économie, disons, au service de la santé. Alors, c'était modeste, c'était probablement pas du tout suffisant, ça n'a pas permis de renforcer, par exemple, le système sanitaire lui-même, mais ça a permis de dire on va mettre de l'argent rapidement pour le bien-être, pour aider les travailleurs, pour compléter les pensions, pour du mieux vivre, pour de la solidarité de bonne vie. Moi, je trouve que c'est un préalable tout à fait important, parce qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière. On ne pourra plus jamais se dire, d'abord qu'une décision politique, il faut la mûrir longuement, qu'elle ne peut pas se prendre vite. Or, nous avons été tous les deux au collectif Roosevelt, nous savons que des décisions politiques peuvent être prises très vite, en fait, beaucoup plus vite que des décisions économiques. On peut mettre le joug sur l'économie rapidement avec des décisions politiques. Ça, une fois qu'on le sait, eh bien, je pense qu'on ne pourra plus jamais dire « ça n'est pas possible », puisque ça a eu lieu. Même si ce eu lieu était faible. Hein. Et ce que tu demandes à l'Europe, toi pas tout seul, hein, ce que le Parlement européen demande aux chefs d'État, c'est justement de prendre une position, une décision politique rapide, de manière à pouvoir avoir un bénéfice réel et changer un peu le cours de l'économie. Eh bien ça, nous savons maintenant que c'est possible. Bon. Reste à la prendre, cette décision. On est complètement d'accord, comme toujours, avec Anne Essel. L'Europe est née en 15 jours. Quand Jean Monnet a dit à Schuman, j'ai une idée dont j'aimerais vous parler, l'idée de mettre ensemble le charbon et l'acier, ça fait des décennies qu'on se faisait la guerre, il y avait des millions de morts, et à chaque fois, celui qui gagnait prenait le charbon et l'acier de celui qu'il avait écrasé pour l'écraser encore plus fort. Et en 2 semaines seulement,
Schuman et Adenauer décident de mettre ensemble le charbon et l'acier pour que la guerre ne soit plus possible. En 2 semaines, ils prennent la décision énorme, le Figaro, mais une décision révolutionnaire. Ils ne savent même pas combien il y a vraiment d'entreprises. Les actionnaires ne sont même pas au courant. Tout le monde maintenant dit approuve Schuman et Adenauer, mais Schuman se fait engueuler en France parce qu'il n'a pas dit toute la vérité au Conseil des ministres, et Adenauer se fait engueuler en Allemagne parce que les actionnaires des entreprises concernées l'ont appris par les journaux. Mais Adenauer dit ce fut le plus beau jour de ma vie, j'ai vu le ciel s'ouvrir devant moi. En 15 jours, ils ont pris une décision révolutionnaire, le ciel s'ouvre, la guerre n'est plus possible, un espoir solide, et voilà. Et ça a marché. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre des décisions révolutionnaires qui montrent qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a 2 semaines, je vous l'ai dit, j'ai vu pendant 1 heure le directeur général, M. Kaufmann, qui est le directeur général du budget à la Commission, quelqu'un de très important. Il a trouvé nos arguments tellement bons que dès le lendemain, il m'a trouvé un rendez-vous avec son collègue, le directeur général de l'unité taxation, et qui travaille sur ces questions. Et au bout d'1 heure, le directeur général Thomas de Taxe Sud, taxation et non douanière, je ne retrouvais plus le nom complet, prenait des photos avec son iPhone de mes graphiques et commençait à dire, bon, on peut y arriver en 3 ou 4 mois. Et je dis, monsieur le directeur général, il faut aller plus vite, il faut qu'on ait un accord avant la fin de l'année. Et là, tout d'un coup, monsieur Thomas était tout content de dire, mais après tout, en 2008, quand il a fallu aider les banques, la Banque centrale a mis 1 000 milliards. Et en 1 semaine, on a réglé tous les problèmes pour que l'argent arrive dans les banques, tous les problèmes juridiques. Et Gaël Giraud m'a raconté comment il y a eu des gens à Bercy qui ont fait 4 nuits blanches. Et en 5 jours et 4 nuits, ils ont réglé tous les problèmes juridiques. Donc oui, on peut prendre des décisions. Et là, sur la taxe sur la spéculation, c'est depuis 9 ans qu'elle est sur la table. Je n'ai pas montré les 1200 pages, mais l'autre jour, j'ai montré à la ministre allemande les 1200 pages de l'étude d'impact. Donc, ça fait 9 ans qu'on en parle. Il faut juste un peu de courage politique et dire que ce ne sont pas les lobbies financiers qui font la loi. Voilà, il y a un moment, il faut choisir Green Deal ou greenwashing. Est-ce que l'Europe, c'est pour la santé ou est-ce que l'Europe, c'est pour la finance? Est-ce que l'Europe est au service des banquiers, des milliardaires, des actionnaires? Ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service de la vie, au service de la santé, au service du climat, de la biodiversité? C'est ça. Il y a un choix fondamental à faire. Il faut réorienter l'Europe et c'est maintenant, en tout cas, une grande partie des questions, c'est maintenant que ça se joue. Anne, encore un tout grand merci d'avoir participé à notre direct. Dernière petite question avant de te saluer et de tout doucement aussi terminer ce premier live. De quel jour rêves-tu pour l'Europe en 2020 ? De quel jour? Je n'ai pas bien compris ta question. De quel jour Anne rêve-t-elle pour l'Europe en 2020? Du 1er décembre. Je pense qu'il faut vraiment maintenant que les choses se décident. Il faut qu'elles bougent et il faut qu'en 2020, il faut que la fin de l'année 2020 soit la fin du primat de la finance sur la politique. Voilà. La fin de ce primat-là et que les politiques reprennent tous leurs droits, tout leur pouvoir et toutes leurs responsabilités. Merci beaucoup, Anne. Un grand merci d'avoir été des nôtres, tout comme les nombreux internautes qui nous ont suivis. Un tout grand merci à travers les différentes pages, tous les médias partenaires. Merci beaucoup. Je vais essayer, pour conclure cette émission avec toi, Pierre, d'agripper une pancarte. Ici, avec l'équipe technique, ils ont beaucoup travaillé pour préparer tout ce studio et ils sont allés jusqu'à réaliser ces pancartes, ces grèves de la faim pour le climat, la santé et l'emploi. N'oubliez pas, taxonlaspéculation.eu, c'est la possibilité qui vous est donnée d'interpeller vos chefs de gouvernement. Un tout grand merci vraiment aux équipes techniques. Merci Pierre, on se retrouve demain pour un autre live. Je te laisse le mot de la fin et sans mauvais jeu de mots, bien sûr, le mot de la fin. Pierre. Très drôle. Non, je pense qu'on peut gagner la bataille. Soyons clairs, c'est compliqué, on n'a que 15 jours, mais je pense vraiment qu'on peut gagner la bataille. Angela Merkel, en 2014, était allée à Londres pour dire aux Anglais, les Anglais bloquaient la taxe sur la spéculation, et Merkel y était allée pour dire « shut up aux Anglais, nous voulons la taxe sur la spéculation ». Il y a le lobby financier qui bloque, il y a Tartampion qui n'est pas d'accord, qui n'en a rien à foutre du climat. Mais je pense vraiment que les esprits évoluent, qu'ici, on voit que ça bouge au Parlement. Des gens qui n'étaient pas d'accord il y a 5 ans, des gens qui n'étaient pas d'accord en janvier, sont maintenant d'accord pour dire « il faut trouver de l'argent ». Pour les questions de santé, pour le système hospitalier, pour le climat, pour l'emploi. Et la meilleure solution, la meilleure façon de le faire sans toucher, sans taxer monsieur et madame tout le monde, c'est la taxe sur les transactions financières. Donc je suis persuadé qu'on peut faire bouger les lignes, et Anne Essel vient de le redire, la date fondamentale, c'est le 1er décembre. C'est un peu compliqué. La négociation sur le budget
doit finir le 6 novembre. A priori, on doit arriver, la présidence allemande nous dit qu'il faut absolument finir un accord pour le 6 novembre, mais la date fondamentale, c'est le 1er décembre. Tous les ministres des Finances seront réunis, soit physiquement, soit par Zoom. Et est-ce que oui ou non, on prend bon sang de bonsoir une décision? Ça fait 9 ans que c'est sur la table, tout est prêt. Est-ce qu'il y a 10 ou 12 pays qui disent on lance cette taxe sur la spéculation et tous les pays qui le voudront viendront? Quand on a commencé Schengen, on n'était que 5 pays. L'année suivante, on était 8 et maintenant on est 26, je crois. Voilà, l'unanimité, c'est un prétexte pour les paresseux. Si on attend que tout le monde soit d'accord, on ne fera jamais rien. Donc l'unanimité, c'est pipeau, c'est du bidon. Il y a une coopération renforcée. On dit, on met une grosse carotte, tous les pays qui seront d'accord pour taxer la spéculation, ils n'auront pas besoin de rembourser l'argent qu'ils vont recevoir pour le plan d'urgence et ils auront de l'argent en plus pour le climat, pour la santé, pour l'emploi. Et je pense qu'il faut que les citoyens, je le répète pour la dernière fois aujourd'hui, il y a un énorme lobby financier. Voilà, il y a un énorme lobby financier qui dit à Macron qu'il ne faut pas bouger, que non, on ne peut pas spéculer, on ne peut pas taxer la spéculation. Parce qu'évidemment, si on leur prend 50 milliards, ils préfèrent qu'on leur laisse 50 milliards que qu'on leur prenne, même si c'est 1 $, 0,1, 0,1. Mais il y a des gens qui se répartissent ces 50 milliards, qui préfèrent les garder pour eux. Et moi, je pense qu'ils n'en mourront pas. Ceux qui ont 10 millions de bonus par an, ceux qui ont 10 millions, même s'ils n'ont que 1 million de bonus, ils y arriveront. On va les aider. 1 million, c'est difficile, mais ils arriveront à vivre avec juste 1 million de bonus. Et par contre, les 50 milliards seront très utiles pour le système hospitalier qui n'en peut plus, pour isoler nos maisons et nos appartements, pour faire des transports en commun. On ne peut pas accepter d'aller vers une catastrophe, mais on s'en voudra tous. Je pense que si on n'agit pas, on va tous se détester. Tout à l'heure, j'étais gentil devant mes collègues de la commission des budgets. Je leur ai dit, est-ce qu'on pourra se regarder dans la glace? Mais la vérité, c'est qu'on va tous se détester. Dans quelques années, si on se dit, purée, on était au courant qu'on allait vers une catastrophe, on savait qu'il y avait des solutions, mais on n'a pas eu le courage parce que c'était l'hiver, parce qu'on était fatigué, parce que le Parlement a l'habitude de s'écraser. Mais je pense qu'on va tous se détester, que nos enfants vont nous détester, qu'Adélaïde et ses copines vont nous détester et qu'elles auront raison. Donc moi, je n'ai pas envie de me détester, je suis plutôt un bonhomme. J'essaie d'être heureux dans ma vie, donc je pense qu'il faut qu'on gagne cette bataille. Je suis persuadé qu'on peut le faire, mais encore une fois, chacune et chacun de vous doit prendre quelques minutes pour diffuser des vidéos ou pour faire des nouvelles vidéos. Vous allez sur mon compte Twitter, vous allez sur ma page Facebook, vous allez sur le CNCD 1111, vous allez sur France Nature Environnement, vous allez sur la Fondation Nicolas Hulot. Nicolas Hulot nous a fait une vidéo qui nous soutient. Donc, vous faites comme vous voulez, mais vous faites campagne. On n'a que 2 semaines pour gagner la bataille. À bientôt et merci à toute l'équipe technique et merci à toi, Pierre, d'avoir animé ce premier débat, mais on se retrouve demain. Merci à tout le monde. À demain. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, comme l'appelle Pierre aussi. Et puis, qui sait, peut-être aussi parmi nos invités. Et j'en profite pour encore remercier les invités qui ont participé à ce premier live. Qui sait, le président Emmanuel Macron, l'invitation est lancée. Monsieur Macron, si vous voulez participer et nous rejoindre lors de l'un de nos directs, vous êtes le bienvenu. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour de vrai. On se retrouve demain. À bientôt. Bye bye. À demain.